Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici sur Twitch ou en rediffusion, en podcast ou sur YouTube, puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, je suis avec Clément Horvat. Salut Clément. Salut, merci de me recevoir. Tu vas bien ? Très bien, écoute, je suis un gros fan de ton émission, donc c'est un peu surréaliste d'être là de l'autre côté de l'écran, et je me suis toujours dit, un jour quand je serai connu, je serai chez Nota Bene, puis voilà. Donc merci, franchement c'est un honneur, c'est trop bien. Bah écoute, bienvenue en tout cas, c'est vraiment un super plaisir, d'autant que voilà, t'es un copain tourangeau, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Ouais, on est presque voisins en fait, c'est assez marrant. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, on va parler des soldats alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment de leurs lettres. Vous allez le voir, hein, faut dire que le temps passe, hein, la pauvre Lucette. Et donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de vétérans de la Seconde Guerre mondiale parmi nous pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc ces témoignages, on peut les trouver sous d'autres formes, et notamment à travers la correspondance, hein, les lettres, c'est ce qui t'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans leurs lettres, comment on va travailler dessus, et bien tout ça, on va en parler aujourd'hui donc avec Clément, qui a créé un projet qui s'appelle Till Victory, il y a maintenant plusieurs années. Alors toi, t'es auteur, réalisateur, passionné d'histoire, spécialisé dans les correspondances des soldats alliés, donc de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait plus de 20 ans que tu t'intéresses à ça, et tu as publié 3 ouvrages en français et en anglais sur le sujet. Hein. Tu as même réalisé des podcasts et des documentaires. On vous mettra tous les liens de toute façon dans la description. T'as même un site web où on peut tout retrouver qui s'appelle Till Victory, T-I-2-L Victory. On vous remet aussi le lien en description et dans le chat. Et donc on va pouvoir parler de ce projet Till Victory et de tout le boulot que tu as accompli depuis une vingtaine d'années maintenant sur le sujet. Alors, première question quand même pour recontextualiser un petit peu, non pas le sujet mais toi-même. Comment est-ce que tu t'es intéressé à la Seconde Guerre mondiale ? Ben en fait, bon, comme tout le monde, on est tous liés à la Seconde Guerre, parce qu'on a tous de la famille, voilà, qui est liée de près ou de loin à ça. Moi, j'avais une histoire familiale, voilà, j'ai eu des arrière-grands-parents qui ont servi dans les tranchées en tant que mitrailleurs pour la première. Mon arrière-grand-père a été évacué à Dunkerque avec les Anglais. Puis après, par la suite, histoire militaire aussi, guerre d'Algérie, etc. Donc, je me suis toujours intéressé un peu de loin à l'histoire. Mais après la Seconde Guerre mondiale, mon déclic, ça a été vraiment, j'avais 7 ou 8 ans, et j'étais en vacances avec mes parents. Et on allait manger du phare breton chez la voisine, et elle avait un copain qui était là, qui avait plus de doigts en fait. Il avait juste 2 pouces, comme ça, et moi, du haut de mes 7 ans, j'arrêtais pas de le fixer comme ça. Donc il m'a expliqué qu'en fait, qu'il avait été, pendant la guerre, en fait, il s'est fait sauter les doigts sur des rails de chemin de fer. Ça me parlait pas du tout, je comprenais rien. Et mon père m'a dit, attends, demain on va aller voir les plages du débarquement, je vais tout expliquer et tout. Et donc j'ai ce souvenir du cimetière de Colleville, en fait, avec les tombes à perte de vue, qui faisaient à peu près ma taille en plus, donc c'était particulièrement impressionnant. Et puis voilà, d'apprendre qu'en fait, il y avait des gars qui étaient venus de l'autre bout du monde pour notre liberté, donc ça m'avait beaucoup touché en tant qu'enfant. Et il m'avait offert, mon père, à l'époque, donc c'était plus tard, hein, quelques années après, mais ce livre, un petit bouquin, Mémoire d'objets, Histoire d'homme, de feu François Bertin, qui en fait retrace l'histoire d'objets en fait qui ont été produits à des millions d'exemplaires, mais qui ont tous une histoire unique, parce que c'est un casque US qui a été impacté sur la plage d'Omaha, ou voilà, un objet qui a un petit nom à l'intérieur, et l'histoire de l'homme qui l'a porté. Et du coup, j'ai tout de suite eu cette fascination en fait pour l'objet et l'aura de cet objet, en fait, c'est-à-dire tout, voilà, comment il nous connecte à l'histoire et à des histoires individuelles, voilà. Et voilà, donc en fait, j'ai commencé à cause de ça la collection, hein, dans les brocantes, eBay, tout ça. Puis le début des fins de mois difficiles, et voilà. Et puis après, c'était beaucoup de recherches sur chacun des objets de ma collection, petit à petit, sans aucun projet derrière pour l'instant, hein. C'était vraiment pour essayer de comprendre ce que chaque objet avait traversé. Et donc au début, c'était vraiment, tu t'intéressais à tous les objets, pas forcément aux lettres. Comment t'en es venu spécifiquement aux lettres de soldats alliés ? Il y avait une frustration quand même, c'est que ces objets, ils parlaient pas. C'est-à-dire qu'on pouvait leur rattacher une histoire, on pouvait l'imaginer. Par contre, voilà, il me manquait quelque chose. Je voulais savoir ce que ces gars avaient vraiment vécu, traversé, pensé, pourquoi ils s'étaient battus. Je voulais découvrir les hommes derrière, en fait. Et je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait collectionner les lettres comme on pouvait collectionner ces objets. Je crois que mon premier souvenir de lettres, c'était dans Il faut sauver le soldat Ryan. Je sais pas si tu te rappelles, Caparzo, qui est touché par un sniper, et sa lettre couverte de sang, en fait, qui retranscrivent après pour sa famille. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup ému. Et en fait,
voilà, moi je me suis dit, mais alors, ouais, peut-être que dans ces lettres, on peut lire quelles étaient leurs aspirations pour l'avenir, les raisons pour lesquelles ils se battaient. Et je voulais savoir qui étaient nos libérateurs, en fait. Donc j'ai commencé vers 2006 à shifter vers les correspondances de guerre. Et puis, voilà, c'était particulièrement émouvant parce que c'est la dimension humaine de la guerre, en fait. On la découvre non plus à travers des chiffres ou des dates, mais vraiment des histoires humaines. Et puis c'était des gars qui avaient mon âge, en plus. Donc forcément, il y avait une connexion qui se faisait. Et puis bah, voilà, après, c'était des centaines de petites histoires qui se sont cumulées pour former une grande fresque, en fait, la grande histoire, en fait. Alors, je sais pas si ça te l'a fait, mais moi, Caparzo, pendant des années, je regardais Soldat Ryan et je l'avais pas reconnu. Ouais, Vin Diesel. Voilà. Et un jour, je le regarde pour la deuxième fois, je me dis, mais attends, merde, c'est Il y Vin avait un Diesel. casting de dingue quand même dans ce film. Il y avait un casting de dingue. Et c'était surtout le premier film qui montrait la guerre de manière crue, hein, la scène du débarquement, parce que quand on voit Le jour le plus long, etc., les vieux films qui étaient vraiment très axés propagande, qui rendait la guerre très lisse et voilà propre. Quand les gars tombaient, et là, ils étaient touchés, ils faisaient un tour sur eux-mêmes et puis ils tombaient sagement par terre. Là, on découvrait vraiment l'horreur. Et j'ai connu, bah, voilà, il y a un des gars de mon livre, Réal, on va en parler, hein, qui lui faisait partie des Rangers qui ont débarqué sur cette plage et il est allé voir le film un mois après sa sortie. Et en fait, il a revécu exactement. Voilà, il en est ressorti complètement traumatisé. Sa femme aussi, qui est venue voir sans savoir à quoi s'attendre. Et ouais, voilà, c'est la première fois que la guerre était vraiment aussi crue à l'écran. Donc pour moi, c'est un très bon film. Ouais, avec quelques erreurs, hein, mais Oui, bah, et un ça, peu ça reste, romancé. ça Mais reste du cinoche, voilà. ouais. Euh, alors, à la suite de cette passion qui te dévorait de plus en plus, tu as décidé de lancer le projet Till Victory, c'est quoi? Alors bah justement en fait l'idée c'est que je me suis dit un jour voilà toutes ces correspondances faut que j'en fasse quelque chose. Je savais pas si ça allait être un musée ou quelque chose. Bon comme on parle de papier je me suis dit ça va être un bouquin forcément. Et puis je me suis lancé là-dedans. Et voilà, c'est paru en 2018, donc chez Ouest France. Et l'idée, c'était vraiment de raconter la guerre du coup à hauteur d'homme, et puis rendre hommage aussi à nos libérateurs. L'idée, c'était surtout de donner en fait une voix à ceux qui avaient jamais témoigné en fait, voilà, à travers des lettres inédites sorties des greniers. Ce qui rendait le travail un peu compliqué, c'est qu'il fallait derrière donc mener des recherches sur les parcours des soldats via les unités, etc. Puis après retrouver les familles pour avoir l'accord des ayants droit. Donc c'est un projet colossal dans lequel je m'étais embarqué, qui m'a pris entre 10 et 15 ans du coup pour le premier bouquin. Mais voilà, et puis bah. Justement, l'histoire de Realm, c'est lui qui a donné le nom au projet parce que en fait, voilà, il y avait la censure et l'autocensure. Donc ça, on va en parler. Hein, c'est quelque chose de très important quand on travaille avec les correspondances de guerre. Mais lui, il avait établi un langage codé avec sa femme où en fait, ils avaient établi toute une liste de signatures. Je t'aime, etc. En fait, qui étaient toutes reliées à un pays. Donc en fait, il indiquait avec ses signatures où il se trouvait et où il allait. Et Till Victory, c'était le nom, en fait, c'est le code qu'il utilisait pour dire qu'il allait se diriger vers l'Allemagne. Et il l'utilise dans sa dernière lettre en Angleterre, juste avant le débarquement sur Omaha, du coup. Et voilà. Et donc, c'est son fils Rick qui m'a donné ces infos complémentaires quand je l'ai retrouvé après avoir récupéré la lettre sur eBay. Et voilà. Et on a développé une vraie amitié. Au final. Bon, il est décédé avant que le projet ait pu voir le jour, mais je lui avais fait la promesse que du coup le livre s'appellerait Till Victory en hommage à cette belle anecdote. Voilà. Et alors, les lettres de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est compliqué à trouver? C'est pas compliqué à trouver. Par contre, c'est compliqué d'en trouver des intéressantes. Parce que on en trouve beaucoup sur eBay, on peut les acheter par lot, par pile, mais l'idée c'est pas voilà, moi je me considère pas comme collectionneur parce que l'idée c'est pas d'amasser du papier en fait, c'est vraiment d'avoir des témoignages, revenir aux sources primaires en fait et avoir des témoignages vraiment qui nous apprennent des choses sur qui ils étaient. Donc ça c'est énormément de recherche, hein, c'est long, ça peut être très long. J'ai une sorte de morning routine eBay, voilà, tous les matins. Pour essayer d'en trouver, parce qu'après il y a tout ce qui en découle, hein. Il y a la partie, donc comme je te disais, la partie recherche, la partie traduction, retranscription, préservation aussi, numérisation, etc. Recherche des ayants droit, la mise en valeur pour le partage. Donc c'est au tout début de la chaîne, mais c'est primordial parce que l'idée c'est de trouver des témoignages qui n'ont jamais vu le jour en fait, qui ont dormi dans des greniers. Donc,
Alors, quand tu nous dis qu'on les récupère genre sur eBay, c'est que ça coûte que dalle, en fait ou... Alors, je vais pas donner de prix parce que ma femme écoute. Mais il y a tout, en fait, c'est... Donne une fourchette. Une fourchette. En disant, en nous promettant que tu te concentres sur les fourchettes basses. Et que je suis raisonnable. En fait, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de cote, on va dire, comme sur le reste du marché de la collection, parce qu'en fait, c'est du papier, en fait. Et ça a la valeur qu'on veut lui donner. Donc, évidemment, des lettres qui viennent d'unités très connues, comme les Rangers ou les parachutistes, voilà, ça cote beaucoup plus. Il y a surtout un phénomène qui est très embêtant pour quand on est historien et qu'on veut travailler sur ces sources, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs en fait qui récupèrent ces lots, parce qu'il y a le vétéran qui décède ou ces survivants qui décèdent. La maison est vidée, et on se retrouve avec une pile de lettres, on ne sait pas quoi en faire. Et en fait, les vendeurs ont tendance à séparer les lots pour les vendre à l'unité, pour le profit. Et ça, c'est très frustrant parce que déjà, ça revient très cher après de reconstituer toute une correspondance, si vraiment on le veut. Et puis, et surtout, on n'a qu'une seule partie du puzzle. Et ça c'est très, très, très frustrant. Parce que, tu perds la contextualisation, en fait. tu peux perdre toute l'histoire. Des fois, il va faire référence à des choses, mais du coup, tu sais pas de quoi il parle parce que il te manque une partie de la correspondance et tout. Donc moi, j'ai tendance à chercher soit des correspondances complètes ou alors vraiment des lettres à l'unité, mais qui sont particulièrement intéressantes. Et ça, c'est vraiment le plus dur à trouver. Et puis, des fois, il y a un certain budget à sortir. C'est comme ça. T'as lâché le mot d'historien. Toi, tu te considères comme un historien ou pas du tout? Non. En fait, moi, j'ai pas de formation universitaire. Je suis vraiment un passionné d'histoire, et je le dis toujours. C'est vraiment, je me considère plus comme un passeur de mémoire, on va dire. Et voilà, puis auteur et vidéaste, mais non. Enfin, j'essaye de mener le travail le plus rigoureux possible, mais non, j'ai un petit syndrome de l'imposteur, du coup, être sur ta chaîne. Mais... On l'a tous, écoute, moi, tu vois, j'ai la plus grosse chaîne YouTube d'histoire, j'ai pas de diplôme en histoire non plus, tu vois, donc bon. Voilà. Ouais. Mais ça fait pas pour autant des escrocs de nous. Non. Voilà, c'est juste que, effectivement, d'un point de vue de la confiance en soi, parfois on a tendance à... Ouais, mais justement, tu vois, je pense que... se mettre sur scène. Pour moi, c'est une force, à mon sens, parce que moi, je travaille à côté, je travaille dans une boîte qui fait du jeu vidéo pédagogique, donc absolument rien à voir. En fait, c'est vraiment, je dédie tout mon temps libre à ça. Et en fait, si c'était pour payer des factures, j'aurais jamais fait un projet aussi ambitieux, parce que c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de lettres qui sont achetées. C'est des heures et des heures de recherche pour chaque homme, retrouver les familles. C'est un travail qui est colossal. J'ai passé presque 20 ans et honnêtement, je me serais pas lancé dans un truc comme ça si je devais en vivre, c'est sûr. Alors, tu nous parles de ces lettres qui se retrouvent en vente parfois sur eBay. Alors déjà, est-ce que tu te les procures que par eBay ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Et comment est-ce qu'elles se retrouvent en circulation comme ça? Je te dis, c'est souvent la suite d'une succession. Après, je les récupère par eBay, entre collectionneurs aussi. Après, moi, au début, j'achetais beaucoup à l'aveugle. Tu sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans les lettres. Aujourd'hui, je fais plus trop ça. Maintenant, je suis tellement bon client de certains vendeurs que du coup, ils mettent de côté des lettres. On dit, là, j'ai du contenu très intéressant qui pourrait te plaire. Parce que je sais que tu recherches du contenu sur telle bataille ou telle armée. Donc, aujourd'hui, mon travail est plus facile là-dessus. Maintenant, le fait de retrouver les familles aussi, ça permet d'avoir des infos complémentaires. Des fois, ils me fournissent des lettres en plus que eux ont. Des lettres qui ont été envoyées à une autre personne de la famille, par exemple. Donc, c'est carrément des dons, en fait. Non. Là, c'est rare en fait. Non, la plupart du projet il est complètement autofinancé. C'est toutes mes économies qui vont là-dedans. Mais mais même les familles peuvent te vendre les trucs. Alors, il y a même des fois c'est le vétéran lui-même, parce que. Il te vend ses lettres. Ah ouais. Il y en a un, Sam Carlyle, qui est un gars qui est dans les transmissions. Il est toujours vivant aujourd'hui. Je l'ai vu en Normandie l'année dernière. Je devrais le revoir cette année. Il était dans le 8e Air Force. Et en fait, il a vendu toutes ses lettres comme ça. Mais pour lui derrière, c'est une démarche. De souvenirs, en fait, il laisse une partie de lui, en fait. Et il sait que les gens vont se rappeler de lui par cet objet. Et c'est pour ça que lui a divisé vraiment son lot, pas pour le profit, mais vraiment pour laisser des parties de lui auprès de gens qui s'intéressent à l'histoire et à son histoire. Donc c'est assez étonnant, mais... Oui, carrément. Et alors, dans ce marché, peut-être qu'on en reparlera après, mais t'as pas peur des faux? Non, parce que en fait, surtout quand tu as une collection complète,
En fait, le papier, c'est difficile de tricher. Hein. Les repros, il y a des reproductions, mais tu le vois très vite. Après, quand tu as toute une correspondance, il faut savoir que quand on parle d'une correspondance complète, on en parlera, hein, de combien de lettres étaient envoyées par les soldats, mais des fois, c'est des lots de 300 lettres. Hein. Donc, tu as tous les tampons, les cachets, les trucs, l'usure du papier, l'odeur, franchement... Ce serait vraiment se faire chier pour pas grand-chose, quoi. Pour un lot vendu à $20, ouais, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose, puis il faut que ce soit cohérent. On a eu un prix. Fourchette basse. Fourchette très basse, ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, mais depuis le début, là, on parle de lettres. Ça peut paraître bête, mais quand on parle d'un sujet dans cette émission, le premier truc à faire, c'est de définir vraiment de quoi on parle. Alors, c'est quoi une lettre ? En fait, à l'époque, c'était le seul lien du soldat avec la maison. Donc ça revêtait une importance qui était capitale pour les soldats. C'était aussi important, voire même plus important que les munitions ou la nourriture, quoi. C'était le seul lien qu'il avait avec l'être cher, et puis c'était aussi pour lui un moyen d'échapper en fait à la brutalité de la guerre, le temps d'un instant. Donc pour eux, c'était absolument tout. Ils attendaient le mail call tous les jours dès qu'ils le pouvaient. Et nous, après, pour nous, ça a un intérêt qui est particulier parce que c'est un témoignage du coup qui vient du terrain, qui a été écrit quelques heures après les faits. Donc c'est vraiment... on y reviendra, mais c'est vraiment beaucoup, à mon sens, plus intéressant que des témoignages de vétérans 80 ans plus tard. Et on a surtout des témoignages qui sont spontanés et sincères parce qu'ils sont dans l'intimité de la famille. Donc on écrit à sa femme ou sa mère et on se livre. Ça n'a pas vocation à être publié à la base, donc on a vraiment des témoignages très très intéressants. Ils parlent librement de la peur, de leurs espoirs pour l'avenir, de géopolitique des fois pour les plus cultivés, mais aussi on a plein de détails sur la vie sur le front, les échanges avec les civils, les blessures psychologiques, ce que ça fait d'être blessé, et des fois même ce que ça fait de tuer. J'ai 4 ou 5 lettres, c'est extrêmement rare, mais où vraiment les gars décrivent le fait d'appuyer sur la détente avec un être humain en face. Et quand ils se livrent là-dessus dans leurs lettres, c'est particulièrement poignant, quoi. Mais voilà. Mais après, dans 95% des cas, en fait, ils prennent des nouvelles du jardin et de la famille, mais c'est évidemment pas les témoignages qui m'intéressent, moi. Voilà. Mais si tu veux, je peux te lire un extrait d'une lettre que je trouve assez touchante. Tu peux, mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que du coup, t'es en capacité de nous dire si les jardins à l'époque étaient bien entretenus ou pas ? Ça dépend, ouais, je sais pas trop là, mais c'est vrai que ça, c'est ce contenu très personnel, j'ai tendance à l'évincer parce que c'est vrai que c'est la majorité du contenu, hein, quand on trouve des lettres sur internet, c'est ça la plupart du temps. C'est vraiment un travail de fourmi de retrouver des témoignages. Par contre, quand on en trouve, souvent c'est que voilà, le gars il a décidé de braver la censure, il est prêt à, quitte à inquiéter ses proches, à raconter la réalité du truc. Et quand il décide de se livrer, en général, il se livre. Il parle des copains qui meurent, de ce qu'il ressent vraiment. Et là, pour le coup, on a des témoignages qui sont extraordinaires. Donc, écoute, on t'écoute. Donc là, par exemple, j'ai un petit extrait d'une lettre d'un soldat canadien qui s'appelle James McPherson, qui vient de débarquer avec la 3e division canadienne. Donc il dit « Le lent convoi de véhicules s'arrêta dans un petit village français, juste après la plage, et j'aperçus un très vieil homme fouillant les ruines de ce qui fut une charmante petite maison. Une Française et sa petite fille fixaient, le regard stupéfait et triste, ce qui restait de leur foyer. La petite poussait des cris de terreur. Soudain, elle arrêta de pleurer et courut en riant, pointant du doigt une belle rose solitaire, qui avait réussi à échapper à la destruction et pendait à un morceau de clôture. Les derniers restes d'un magnifique jardin. Tu vois, tu t'intéressais au jardin. Ouais. Puis les canons tonnèrent, un sifflement retentit et la colonne reprit sa route. De ces premières heures de l'invasion, nous avions un avant-goût de ce qui allait suivre. Le bruit, la souffrance, les prisonniers, les morts violentes, la futilité, le sacrifice, la destruction, et même les rares moments de beauté qui se dévoilent quand le meilleur des hommes prend le dessus sur le pire. Et la somme de tout ça, c'est la guerre. En fait, ça représente, moi j'aime bien cet extrait parce qu'il représente vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans les lettres. Il parle des prisonniers, de la destruction, il décrit vraiment ce que c'est d'être sur le champ de bataille, et pas avec ses souvenirs de sa jeunesse. Ouais, c'est hyper touchant, c'est hyper... c'est sur le vif, quoi. Et c'est de l'humain, c'est vraiment de l'humain, donc on réalise du coup que la guerre c'est moche, quoi. On nous pose une question, toi tu t'es vraiment surtout intéressé aux lettres des soldats alliés. Ouais.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'était vraiment alors, au tout départ, hein, l'idée, c'était vraiment de dire merci, en fait, à nos libérateurs. Donc, je me concentre dans la collection uniquement sur les troupes américaines, britanniques, ça englobe aussi le Commonwealth, hein, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, etc. La France, voilà, et puis d'autres pays alliés quand j'en trouve. Après, voilà, il y a la barrière de la langue, donc je peux pas vraiment aller plus loin. Je suis bilingue anglais, donc il n'y a pas de problème, mais par contre... Du russe, compliqué. Non, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et puis, c'est pas nos libérateurs. Alors, ils ont joué un très grand rôle mais dans la défaite du Reich, mais maintenant, voilà, l'idée, c'est je me concentre vraiment sur les troupes occidentales, mais il y a déjà beaucoup à dire, vraiment. Est-ce que tu as une idée de combien de lettres ont été envoyées pendant la guerre Ouais, alors les sources, elles sont très différentes, elles varient énormément, parce que des fois on parle pas du même théâtre d'opération, des fois on englobe certaines troupes et pas d'autres, donc il y a énormément de chiffres différents qui existent, il y en a, et en même temps il y en a peu, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a 80 millions de soldats alliés, toutes nations comprises, hein, y compris l'URSS, voilà, à l'époque où ils étaient dans ce camp-là. Mais voilà, on sait que côté occidental, il y a à peu près 10 milliards de courriers qui ont été envoyés par des soldats pendant toute la durée de la guerre. Donc ça représente pas mal, hein. Juste pour les Américains en 45, uniquement sur l'année 45, du coup les services postaux militaires ont compté 2,5 milliards de courriers. Et pour les Britanniques, la même année, 700 millions. Donc voilà, donc en fait par homme, du coup j'ai calculé qu'il y a par année entre 80 et 140 lettres qui sont envoyés pour chaque soldat, et ça se vérifie en fait dans les lots que je récupère où ça tourne voilà entre 200 300 lettres quand ils sont complets. Évidemment ça varie en fonction des unités, de là où elles se situent, de la période de la guerre évidemment aussi, hein. Il y a des périodes où ils avaient plus du tout le temps d'écrire Et tu disais que c'était important pour les soldats. Est-ce que tous les soldats écrivaient ou est-ce que ceux qui savaient écrire, ouais. Parce que ça c'est une frustration aussi, parce que je parlais de barrière de la langue, mais il y a des troupes, je pense par exemple aux troupes coloniales, les tirailleurs, etc., qui auraient des choses, enfin moi je trouverais ça génial en fait d'étudier ce qu'ils auraient à dire. Le problème c'est qu'il y en a très peu qui savaient écrire en fait. Et donc voilà, on a surtout des témoignages de soldats éduqués, il y en a... Même il y a des lettres, c'est compliqué. Tu vois, je peux t'en montrer une là. Je t'ai fait une petite sélection d'un prisonnier de guerre, par exemple. Le niveau d'orthographe c'est du niveau CP, quoi. Pour ceux qui écoutent la rediff en podcast, sachez que Clément vient de sortir, non pas de son slip, mais de dessous de la table, une lettre originale. Voilà, tu as ramené quelques extraits comme ça, écrits en français, du coup. Ouais, donc c'est un prisonnier de guerre, donc c'est du français, mais vraiment, si tu lis un peu, il y a un travail de traduction à faire, hein. Voilà. Tous ne savaient pas écrire, et puis c'est pas les témoignages les plus intéressants. C'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup travailler avec les officiers, parce qu'en fait, ils censuraient eux-mêmes leur courrier, donc ils se permettaient de raconter plus de choses. Et puis surtout ils étaient éduqués, donc voilà, ça varie énormément, mais oui, tous écrivaient, ils en avaient besoin, hein. Il y avait que ça à l'époque, hein. Donc ils n'avaient pas la possibilité de téléphoner en première ligne ou envoyer des emails évidemment. Ouais, et puis on imagine que quand tu es dans le feu de l'action, même si le conflit c'est pas forcément H24 et que tu as des périodes où voilà, tu attends, voilà. On imagine que, vu que tu as un peu peur du lendemain, tu profites chaque jour de filer des nouvelles ou d'en recevoir, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis les familles vivaient dans l'angoisse de recevoir une lettre qui était marquée... tu vois, là, j'en ai une aussi. Je vais t'en sortir plein, hein, j'ai prévu plein de choses. Tu vois, là, c'est une histoire qui est très triste. En fait, on a une lettre d'une jeune fille, une jeune Anglaise, en fait, qui a démarré une petite relation amoureuse avec un Canadien de la Royal Canadian Air Force, et ils engagent une correspondance, et un jour, elle reçoit cette lettre qui revient avec la mention missing. Avec la date, en fait, il a été tué sur un crash, dans un crash lors d'un raid sur Berlin. Donc c'est comme ça qu'elle apprend le décès en fait de Jim Miller, qui est un Canadien volontaire qui s'est engagé à 18 ans pour, comme il le dit, mettre ses mains lui-même sur ce vieux Adolphe et lui faire payer pour tous ceux qui subissent les bombes, etc. Notamment la jeune Anglaise qui est à Sheffield et qui subit le Blitz. Donc, Alors concrètement, comment ça se passe quand tu es au front et que tu veux envoyer une lettre? Les services postaux sont peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, et puis là on est en plus dans une zone de guerre, donc...
Alors en fait, il y a des systèmes qui ont été mis en place. Alors là, je suis pas un spécialiste du tout de cette période, mais je crois que ça s'est vraiment développé pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Ça a été après vraiment, il y a une vraie machine qui s'est mise en branle pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a tout un système postal des armées qui est devenu assez efficace et qui s'est encore amélioré pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des postes militaires en fait. Donc pour les Américains, c'était les APO, Army Post Office. Il y a les Field Post Offices pour les Anglais et c'est le bureau de poste des armées, bureau de poste militaire, le BPM pour les Français. En fait, c'est des bureaux de poste qui sont à proximité et qui suivent des divisions, qui sont souvent affectés à une division et qui les suivent tout au fil des campagnes, et avec des soldats qui viennent chercher le courrier, le distribuer en première ligne, etc. Là, je vous ai ramené un objet justement un peu emblématique de ça, qui est en fait une boîte aux lettres. En fait, une ancienne caisse de TNT américaine qui a été trouvée à Falaise après les combats. Et en fait, elle a la particularité. En fait, ici, il y a une petite fente là. Je suis pas sûr là où. Non, là, Ouais. Tu veux que je la lève peut-être? non, comme ça c'est très bien. Il y a une petite fente ici qui permet donc d'y insérer, Sur le côté de la boîte. de poster sa petite lettre. Et elle est recouverte d'une toile imprégnée en fait pour la protéger de la pluie parce que c'était dans les campements comme ça, les soldats mettaient leur courrier. Voilà. Donc après. On a même ici la possibilité de mettre un petit cadenas pour le fermer. On voit donc le marquage US Mail ici. Et en fait, l'idée c'est que ça suivait les troupes. Pour la Navy, pour les troupes de marine, c'est un petit peu plus compliqué parce que évidemment, eux, ils peuvent faire ça que quand ils débarquent dans des ports. Donc pour eux, c'était plus difficile parce qu'ils partaient des fois en mer longtemps sans pouvoir recevoir ou envoyer de courrier. Et puis surtout, eux, la censure, elle était extrêmement stricte parce que, comme on dit, loose lips sink ship. Chips, ça veut dire en gros les ragots coulent des bateaux quoi. Donc il fallait surtout pas dévoiler la position, ce que les unités faisaient. Donc ça on va en parler après de la censure, mais en tout cas il y avait quand même le besoin avec toutes ces troupes de faciliter les échanges. Donc je te dis que ça s'est amélioré pour la Seconde Guerre mondiale. En fait, à l'entre-deux-guerres, il y a eu des inventions extraordinaires, notamment l'airgraphe. Donc en fait, c'est les Britanniques qui ont mis ça en place avec Kodak, la société, donc c'était Eastman Kodak Company, je crois, qui distribuait des formulaires aux soldats qui étaient photographiés et après reproduit sur des microfilms, en fait, des bobines de microfilms qui pouvaient contenir 1700 lettres dans une seule bobine. Et ensuite, c'était envoyé par avion, réimprimé du coup sur des plus petits formats au port d'arrivée. Et du coup, là, après, c'était redispatché. Les Américains ont copié le concept. Ça s'appelle le V-Mail, pour eux, Victory Mail. Donc, en fait, là, j'ai des exemples. Donc, ça, par exemple, c'est un formulaire de V-Mail. Donc en gros c'est à peu près une feuille A4 et on inscrit l'expéditeur, etc. Donc le matricule, l'unité et tout. Et puis on a un espace qui est dédié à l'écriture, parfois même au dessin. Là j'ai un portrait d'un soldat américain. Ah ouais, je sais pas si on le voit. Ouais. Voilà, là on le voit comme ça. Donc voilà, et le problème après, c'est que c'était reproduit donc sur ces petites feuilles. Donc on voit la différence de taille qui est quand même assez notable. Et du coup, si on écrivait trop petit, c'était illisible. Je te laisse constater. Fallait vraiment écrire gros. C'est pire que moi. Ok. Donc des fois ça bavait. Et encore, le type écrit bien. Ouais, lui il écrit très très bien. Si en plus t'écris mal, il y a bien pire. Mais du coup voilà, c'était un système qui était hyper ingénieux parce que du coup l'airmail ça prenait entre 3 et 4 semaines pour envoyer. Alors ça dépend évidemment d'où t'étais dans le monde, mais ça prenait 3-4 semaines. Le V-mail ça prenait entre 10 et 12 jours. Donc ça accélérait, ça sécurisait et puis au niveau du transport, c'est plus léger d'aller transporter un microfilm que de se taper l'énorme sac avec toutes les lettres. Donc, et puis il y avait plein d'autres avantages, c'est que si c'était transporté par convoi, donc si le bateau était coulé par un U-boat, toutes les lettres étaient perdues. L'avion descendu par la DCA, toutes les lettres étaient perdues. Là, tu vois, j'ai une lettre ici qui a survécu à un camion incendié. On voit là que ça a brûlé. Elle a été récupérée, mais in extremis. Mais voilà, des fois il y avait du courrier qui était perdu. L'avantage, c'est qu'on pouvait réimprimer les microfilms.
Donc en fait, voilà, ça sécurisait aussi ça. Et les soldats avaient pris pour habitude de numéroter souvent leurs lettres pour s'assurer que la femme avait bien reçu toutes les lettres. Ah, s'il en manquait une. Ouais, Ok, ouais, ouais. d'accord. Donc c'était vraiment, ouais, c'était bien rodé. C'était un système très bien rodé. Et puis ça apportait de la sécurité. Hein. Les numéros d'APO faisaient référence à une division. Donc on était, enfin voilà, c'était vraiment Il y en avait beaucoup de bien perdus rodé. quand même, des lettres? Faut savoir. Je sais pas. Après, voilà, ça arrivait, évidemment. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les V-mails, bah, par contre, ils étaient pas du tout appréciés par les soldats parce que bah, manque de place. Et puis surtout, on perd le côté physique. C'est-à-dire que des fois, les femmes, elles laissaient un petit peu de parfum sur le papier, qui se sent des fois encore hein, aujourd'hui. Hein. Ça, c'est même étonnant. Voilà, et il y avait plus ce lien en fait avec la maison parce que c'était une sorte de photocopie en fait. Et ouais. Ouais, puis même l'écriture de ses proches, ouais, c'est. Ouais. Ouais, eux, ils y voyaient aussi un avantage par rapport à la sécurité, parce que tout ce qui était encre invisible et tout ça disparaissait. Et puis on peut pas laisser aussi de petits souvenirs du terrain, une coupure de journal, une fleur, tu vois, un truc comme ça. J'en ai une encore, hein. Une lettre de prisonnier de guerre avec une petite fleur qui est scotchée avec du sparadrap médical hein, dessus. Voilà, ce genre de petites attentions disparaissaient avec ce système. J'ai aperçu une autre lettre là, pendant que tu soulevais. Il y en a une avec du rouge à lèvres. Ouais, ça me touche beaucoup celle-là. Ouais, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut pas avoir avec le V-mail. Mais ouais, le genre de petits souvenirs. Hop là. Voilà, là comme ça on voit bien. Le genre de petits souvenirs de la femme sur l'enveloppe, les traces de rouge à lèvres. Ouais. Un soldat de la 7e armorde américaine. Ouais. Alors depuis tout à l'heure, on parle quand même, à plusieurs reprises, tu as lâché le mot de censure. Ouais. Justement, quel type de censure peut y avoir autour de ces lettres? Ben, en fait, il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la théorie, c'est que si le courrier venait à être capturé, le soldat venait d'être capturé avec son courrier, ça pouvait révéler des informations sensibles voilà, à l'ennemi. Donc les soldats avaient l'interdiction en fait de dévoiler leur position, des détails sur les installations, sur le moral des troupes. Enfin, après c'était quand même assez flou pour les soldats. En fait, ils savaient pas trop ce qu'ils avaient le droit de dire ou pas. Donc en fait, ils préféraient rien dire souvent. Après, il y avait un autre côté aussi, c'est le côté pour les officiers, c'était un moyen de surveiller le moral des troupes. Ils lisaient en fait le courrier des soldats pour voilà, s'assurer qu'il n'y avait pas d'informations sensibles dedans et aussi voir comment ça allait en fait chez les hommes de troupes. Donc c'était opéré en 2 temps. Il y avait l'officier qui dirigeait la compagnie souvent qui s'occupait de ça. Alors voilà, c'était à la fin d'une journée de combat, il se retrouvait avec une pile de lettres dans son foxhole. Voilà, des fois c'était fait un peu en diagonale, hein, c'est la réalité du truc. Eux censuraient eux-mêmes leur courrier. Donc des fois ils le faisaient pas du tout, du coup. Et puis après il y avait un deuxième contrôle qui était opéré, on dit à la base. En fait c'est dans les bureaux de poste ou plus loin, un second contrôle, mais qui est aléatoire. Évidemment sur la quantité de courrier envoyé, en réalité il y en avait beaucoup qui passaient entre les mailles du filet. Donc voilà, c'est surtout une autocensure qui était opérée parce que les soldats avaient pas envie de voir leurs lettres découpées. Tu vois là j'en ai une ici d'un soldat américain juste après le débarquement en Afrique du Nord, l'opération Torche. Ouais, c'est trop de partout. Quoi. Ouais, il s'est fait découper son courrier. Hein, donc l'endroit où il est, là il dit voilà, je suis dans, on sait pas où, on vient de prendre 2 villes qui s'appellent 1-1, voilà bon. Donc il voulait éviter ça, mais en vrai, il risquait pas grand chose, à part se faire noircir leur courrier ou se le faire découper. Ils avaient quand même une vraie liberté quand même. Mais ils trouvaient des moyens, tu vois, de contourner. Alors je te parlais de Till Victory, le langage codé. J'ai d'autres exemples. Tu vois là, on a une lettre. Alors là, c'est dans le Pacifique, mais d'un marine en fait qui, avec sa famille, a mis en place pareil le même système en fait de noms codés. Par exemple, s'il dit le mot our pines, nos pins, il parle des Philippines. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, il y en a un en particulier. Alors, je sais plus où il est. C'est pour Okinawa. Voilà, il est là. June Emery pour Okinawa. Et donc, dans sa lettre, il demande, alors papa a décidé de rendre visite à son vieil ami June Emery. Voilà. 29 mars 1945 en mer, et en fait il annonce que là il va débarquer sur Okinawa. Donc voilà, il y avait des systèmes comme ça qui étaient assez ingénieux, c'est vraiment c'est intéressant. Maintenant la réalité c'est qu'en fait les officiers ils censuraient pas grand chose, sinon j'aurais pas été capable de faire
3 bouquins. Ouais. Mais en vrai, voilà, j'ai même un exemple d'un soldat américain qui raconte dans ses lettres qu'en fait, il est pote avec le censeur et que le mec, il signe les enveloppes avant même qu'il ait écrit les lettres, en fait. Donc voilà, il n'y a pas du tout de censure à son niveau. Et puis de toute façon, voilà, les soldats réalisent bien que dans les journaux, en fait, tout est raconté dès le lendemain. Donc en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Et d'ailleurs, les soldats, en fait, les Alliés, comme beaucoup de pays, vont après la Seconde Guerre mondiale arrêter en fait ce principe de censure. Je crois que les Américains, ils ont continué encore un peu en Corée, mais après au Vietnam, il n'y a plus de censure. Nous, en France, on l'a fait officieusement en Algérie, mais après, c'est pareil, ça s'est arrêté. Donc, parce qu'en fait, c'était des moyens énormes pour finalement pas grand-chose. Il y avait les Américains, ils employaient quand même 15 000 personnes à la censure des lettres. Ouais, ce que j'allais te demander, parce que 15 000, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, ça coûtait très cher pour des gens qui devaient lire des courriers, puis couper si c'était sensible, et encore, est-ce que c'est vraiment sensible? En fait, voilà, il y a 2 semaines qui sont passées, donc Donc voilà, en réalité, la censure, c'est un peu un mythe. À part dans les États non démocratiques, je pense par exemple à l'URSS ou même l'Allemagne, hein, où là par contre la censure était beaucoup plus stricte. Et là par contre, ils risquaient beaucoup plus. Typiquement, les soviétiques, il y avait le NKVD qui veillait derrière, et s'il y avait des propos qui étaient jugés un peu pessimistes ou qui allaient pas, voilà, ou critiques envers le régime, ça pouvait aller jusqu'à la mort. Donc là, pour le coup, c'est aussi moins intéressant, je pense, d'étudier. Alors, je parle pas la langue, hein, mais de ce que j'ai pu lire d'experts qui ont travaillé dessus, c'est des courriers qui sont quand même vachement moins intéressants que les lettres de soldats occidentaux, parce que les alliés occidentaux avaient vraiment une vraie liberté de parole. Ils pouvaient critiquer leur commandement, ils pouvaient critiquer leurs hommes politiques. C'était vraiment... Donc ça rend la lecture de ces lettres très intéressante quand on arrive à trouver des gens qui ont passé les filtres, quoi. On nous a posé une question tout à l'heure, Ouais. à savoir, ok, tu te définis pas comme un historien, mais est-ce que ton boulot a pu aider les historiens? Ouais, alors ça c'est il y a Benoît Rondeau et Patrick Fissot, deux auteurs qui ont cité mon travail dans leurs ouvrages déjà, donc ça c'est pour moi qui est fierté. ouais, c'est génial, franchement c'est génial. Benoît Rondeau qui est un ami maintenant et qui voilà, dans son livre Le Soldat britannique, qui a utilisé des extraits de lettres. Patrick Fissot aussi qui a donc dans le livre sur la bataille des Haies là qui vient de sortir, c'est le directeur du Normandie Victory Museum pour ceux qui connaissent. Voilà, donc oui, ça sert parce que voilà, moi mon travail c'est de creuser et de faire ressortir des témoignages de gens qui n'ont jamais témoigné. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vétérans, c'est vrai, et tous ceux qui ont pu témoigner et qui ont eu envie de témoigner l'ont déjà fait. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir des témoignages nouveaux, quoi. Alors dans ces lettres, tu le disais tout à l'heure, on a les préoccupations un peu quotidiennes, un peu futiles parfois, mais on a des contenus qui sont intéressants aussi. Ça nous permet d'en savoir plus sur leur vie quotidienne et sur leur état psychologique aussi. Est-ce que dans ces lettres, on a un peu la raison de l'engagement des soldats alliés? Parce que tout à l'heure, tu nous disais, bon voilà, il y a un jeune qui a 18 ans et qui dit, ouais, moi je vais aller choper Hitler direct par le callback et puis voilà, on va lui apprendre la vie. Est-ce que tout le monde est comme ça ou c'est loin d'être le cas? Alors, j'en fais une conférence d'1 heure là, donc ça, je vais essayer de faire ça court, mais en fait, en résumé, il y a autant de points de vue que de soldats. Maintenant, il y a des tendances qui se dessinent quand même. Si on parle des Américains, par exemple, on a... faut rappeler qu'en fait, chez les Américains, il n'y avait que 38% de volontaires. Et en fait, d'ailleurs, ces volontaires l'ont surtout été parce qu'ils avaient la possibilité de choisir leur branche armée. Donc voilà, c'était pas par idéal ou voilà. Ceux qui s'engageaient beaucoup, c'était par haine des Japonais en premier, parce qu'il y a eu Pearl Harbor et puis que il y avait la propagande qui jouait beaucoup, voilà, pour attiser ça. Voilà, chez les Américains, on est quand même très loin du cliché hollywoodien du John Wayne. C'est des jeunes gars en fait qui pour beaucoup sont appelés et ont pas envie d'être là. Et du coup, voilà, on ressent dans leurs lettres, hein, ils ont juste une envie, c'est finir le boulot pour pouvoir rentrer chez eux. Ce qui n'enlève rien à la beauté de ce qu'ils ont fait, hein. Au contraire, je trouve ça encore plus louable de traverser cet enfer, quand on n'a pas envie d'y être. C'est différent pour d'autres, je pense aux Canadiens, je vais t'en parler après, mais... ouais, t'as aussi des différences au niveau de la période aussi, hein, évidemment. Hein. T'as pas le même discours en début de guerre qu'en fin de guerre. Hein. Tu vois, c'est aussi intéressant, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier livre, de se concentrer sur la correspondance d'un seul homme, parce qu'on voit en fait qu'au début, il est
voilà, il est motivé, il veut en découdre et tout, puis à la fin il est complètement abattu, et quand arrive la fin de la guerre, il a même plus l'énergie de fêter quoi que ce soit, il pense à tous les copains qu'il a perdus, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi le discours changer au fil du temps, et évidemment chez les Français, t'as pas du tout le même discours entre un appelé qui part à la guerre en 39, qui est après prisonnier en 40, un FFL, Force Française Libre, qui s'engage en 41, un gars qui est dans les troupes coloniales en Italie avec le corps expéditionnaire français, ou un gars de la 2e DB qui libère Paris, ou un ancien FFI qui est lâché en Allemagne et qui a envie de se venger. T'as des discours qui sont vraiment mais diamétralement opposés, donc c'est hyper intéressant. Le seul truc vraiment qui ressort beaucoup, c'est les Canadiens. En fait, les Canadiens, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils envoyaient à la guerre, à l'étranger, que des volontaires. C'est-à-dire que tous ceux qui ont débarqué en France chez nous, par exemple, c'était des gens qui voulaient être là, en fait. Alors, beaucoup par soif d'aventure, mais beaucoup par idéal démocratique. Voilà, ils voulaient aider les cousins outre-Atlantique, quoi. Et ils sont entrés en guerre dès 39. Contrairement aux Américains. Et voilà, et ça, je peux si on a le temps, je peux te lire encore des vas-y, je t'en prie. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai un Canadien, donc John Leslie Harris, qui va être blessé, lui, en Italie, avec l'Ontario Regiment, donc, qui est dans un char. Donc, il écrit à l'entraînement en 41, il écrit « Certains des gars nous ont rejoints pour l'aventure, mais je sais que la majorité d'entre nous avons réalisé qu'il fallait faire quelque chose, et nous étions prêts à sacrifier de bons emplois, nos maisons et les gens que nous aimons pour y parvenir. Et je peux dire avec une certaine fierté qu'il n'y a pas un seul soldat dans l'armée canadienne ici aujourd'hui qui a été appelé, mais tous se sont engagés de leur propre volonté dans l'espoir que de cette guerre naisse un monde meilleur pour tous. » Voilà, alors c'est très beau. Par contre, l'armée canadienne, elle va en pâtir parce que arrivé à l'automne 40, après les combats en Italie, les combats aussi pour le port d'Anvers, qui ont été terribles pour l'armée canadienne, la Normandie, etc., il y a une vraie crise des remplaçants, ils n'ont plus assez Donc ils vont revenir sur ce principe, mais jusqu'à l'automne 44, c'était vraiment que des volontaires qui étaient là. Donc forcément, dans leurs lettres, on retrouve des gens qui sont vraiment animés d'une envie d'en découdre avec les Allemands, pour le coup. Mais en même temps, ça reste à nuancer. Tu vois, j'ai trouvé James McPherson, dont j'avais lu l'extrait au début. Lui, quand il débarque en Normandie, il a une vision qui est un petit peu, qui remet un petit peu en question ce truc-là. Il écrit, alors c'est en 14 juillet 44, je crois. Donc, certes, les Français semblaient très heureux de nous voir. Ils ont recouvert mes hommes et mes véhicules de fleurs. Il y a eu beaucoup de pleurs, de rires et de grands gestes. Un peuple émotif que les Français. Mais j'ai peu de sympathie pour eux. Ils sont responsables de la plupart de leurs malheurs. Je les plains, mais je ne suis pas très ému par leur sort. Pas comme certains autres que l'Allemagne avait écrasés, mais dont l'esprit n'a jamais été brisé. Pourtant, je ne me sens pas du tout comme un croisé libérant des gens martyrisés. Je ne suis qu'un soldat canadien qui fait un travail qui doit être accompli avant que le Canada ne puisse être en paix. Si dans le cadre de ce travail, nous aidons le peuple français, je pense que c'est une simple circonstance et non la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Donc là, ça dénote un peu de ce qu'on trouve habituellement, parce qu'il y a une vraie tendance quand même pour les Canadiens, mais il faut le replacer dans son contexte. Enfin, les Alliés n'ont pas digéré l'armistice de 40. Et puis, il y a une référence à la résilience britannique, qui, par contre, n'a vraiment rien lâché. Si les Anglais avaient fait comme nous, ça aurait été plus compliqué pour la suite, quoi. Donc voilà. Mais ouais, il y a quand même des tendances qui se dessinent, mais ça permet de découvrir en effet les raisons pour lesquelles ils sont engagés, quoi. Et alors, quelle vision ils ont sur les soldats allemands? Parce que tu disais que t'en as, alors notamment les Américains s'étaient surtout engagés contre les Japonais, Ouais. Mais c'est peut-être pas le cas de tous, même ailleurs, comme les Canadiens par exemple. Donc comment est-ce qu'ils visualisent eux l'allemand? Au début, en fait, ils savent pas trop pourquoi ils se battent, en fait, pour beaucoup. C'est-à-dire que autant, il y a une vraie haine du japonais. Les Allemands, il y a une grosse communauté allemande aux États-Unis. Ils ont un peu de mal à comprendre ce qu'ils viennent faire ici. On sait pas encore trop au début de la guerre les camps de concentration, etc. Ils sont pas vraiment au courant. Mais par contre, ce discours, il va changer justement à ce moment-là. Au début, ils se battent parce qu'ils doivent se battre. Bon, alors ils font face à des atrocités, notamment dans le bocage, pas mal de lettres qui parlent de tous les pièges tendus par les Allemands. Donc au bout d'un moment, il y a une vraie haine qui se crée quand même à force de combattre. Mais c'est vraiment à la fin de la guerre, quand ils découvrent les camps de concentration, que là, on a un discours qui change radicalement. Et j'ai notamment le cas d'un soldat, celui qui se faisait pas censurer son courrier. Donc il s'appelle Günther Alf. Et c'est un Américain d'origine allemande, qui est né, je crois, à Dortmund, il me semble. Ou Düsseldorf, bon bref. Mais en tout cas, il est...
lui, il est né en Allemagne, il a émigré aux États-Unis et il s'est engagé dans l'armée américaine. Il sert dans la 95e division d'infanterie. Et lui, quand il rentre en Allemagne, en fait, il a du coup une vraie empathie envers les Allemands. Donc déjà, il arrive à une période de la guerre, fin 44, où les Allemands, c'est surtout des vieillards et des gamins qui se battent dans l'armée allemande. Ils sont en train d'user les fonds de tiroir. Donc il décrit aussi ses contacts avec la population allemande. Il est dans la Sarre, voilà. Et il décrit dans une lettre une bataille de boules de neige avec des enfants, par exemple, comme si c'était une scène de guerre. C'est assez marrant. Mais par contre, après, il découvre les camps de concentration et là, il écrit. Je le lis encore. Moi je suis pas vous dans le chat, mais moi je trouve ça génial d'entendre justement. On peut pas parler de lettres sans lire quelques lettres. C'est clair, ouais. Donc là, il écrit As-tu lu ces histoires sinistres sur les camps de concentration et de prisonniers que nous avons pris aux Allemands? Ils vont toujours plus loin dans la bestialité et la brutalité. Ils savent qu'ils se prennent une déculottée, mais ils sont plus fanatiques que jamais. Si j'étais à la maison, je penserais probablement que ce n'est que de la propagande, mais ce n'en est pas. Je les ai vus de mes propres yeux, et j'ai parlé à beaucoup de gens qui les ont observés et les ont traversés. Je n'ai pas honte d'être allemand, mais je n'ai aucune pitié pour aucun Allemand en Allemagne. Ça ne me dérange plus d'éjecter des gens hors de chez eux, même des personnes âgées et des femmes qui pleurent et disent qu'elles n'ont nulle part où aller. Je ne suis pas cruel ni endurci, mais ces gens ont permis que d'autres soient battus, affamés et torturés. Aucun Allemand ici n'est complètement innocent. Donc voilà, là c'est alors que juste avant, il écrivait encore des lettres où il prenait pitié en fait. Il voyait tous les files de prisonniers et il avait pitié, mais là il n'y a plus aucune pitié. Donc c'est intéressant, et puis c'est quelqu'un qui est éduqué, il a fini avocat, c'est un gars très bien. Moi j'ai connu c'est pas un mec bas du front quoi. Voilà. Ah non, j'ai connu sa femme qui était adorable, qui est décédée il y a quelques années, mais c'était vraiment un couple très mignon. Enfin voilà, c'est pas du tout un gars brutal ou quoi que ce soit. Mais par contre, il a été traumatisé par ce qu'il a vu, comme tous, et on sent en fin de guerre du coup un changement dans les propos qui est radical, ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Je m'écarte un petit peu là du fil qu'on avait prévu, mais on a ce côté très très humain et puis très proche du front et de l'expérience quotidienne des soldats. Est-ce qu'à travers ces lettres, on touche pas aussi quelque chose qui a trait au social, à une certaine vision de l'époque aussi, les mœurs en fait d'une époque en fait. Absolument, et c'est aussi pour ça que c'est difficile des fois de juger certains propos parce que les choses ont énormément changé en 80 ans et c'est vrai que nous on va être choqués par certains propos, mais qu'en fait à l'époque étaient complètement normaux, et voilà. Donc bien sûr, c'est une super étude de l'état d'esprit des soldats de l'époque, et c'est quelque chose qui a disparu après dans les livres d'histoire, parce que il y a une vraie différence entre l'histoire et la mémoire. Et aujourd'hui, on se représente les soldats alliés d'une certaine façon, alors qu'en fait, ils étaient très très différents. Je pense par exemple aux États-Unis, le racisme qui était extrêmement présent, qu'il est toujours aujourd'hui. Mais tu vois, on parle d'une armée qui se bat au nom de la démocratie, mais qui en même temps est ségrégée, où les troupes noires n'ont pas le droit de combattre avec des blancs, où ils sont dirigés par des officiers blancs, mais voilà. Et c'est des gars qui, pour certains, n'ont même pas le droit de vote, mais par contre, ils ont le droit de mourir pour un pays qui les rejette, quoi. Donc le contexte de l'époque, il est hyper intéressant. Il permet de comprendre aussi, voilà, pourquoi ils écrivent ça. Ouais. Et puis, alors, au-delà du contenu des lettres, il y a l'objet lettre lui-même qui peut parler, en fait. Parce que, alors, on l'a vu tout à l'heure, tu as une trace de rouge à lèvres, par exemple, qui dit quelque chose. Mais même sur le terrain, tu nous avais montré une lettre qui était sortie d'un camion en feu. Donc, ça reste des sortes de reliques, en fait. Ouais, alors, ça, c'est assez lié à le côté collection que j'avais au tout début, l'aura de l'objet. T'as des pièces qui sont exceptionnelles de par là où elles sont passées. Tu vois, je te l'avais montré quand tu étais venu, une lettre là datée du 5 juin 44 par un major britannique. Donc il a écrit, là ça va être dur à lire d'ici, mais en gros 5 juin 44, ma chère maman, juste une petite ligne dans le bateau avant le grand spectacle. Je suis très joyeux et en bonne compagnie, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien et je rentrerai à la maison. Demain vous lirez tout dans les journaux, etc. En fait, c'est une lettre qui a été écrite dans le bateau
pendant le débarquement en Normandie. Il a débarqué vraiment avec les premières troupes sur Sword Beach. Donc c'est vraiment tenir ça dans ses mains et se dire que ça y était, c'est quand même assez exceptionnel. Là, tu as une lettre. Elle est carrément passée entre les mains de De Gaulle, en fait. C'est une lettre qui a été écrite par Vacher Corbière, qui était il travaillait en fait en Afrique du Sud. Il cherchait à s'engager dans les forces françaises libres, le rejoindre en Angleterre. Et il parle justement de cet engagement, est-ce que ça lui coûterait donc de devoir quitter sa famille, etc. Voilà. Et en fait, je sais que c'est passé entre les mains de De Gaulle parce qu'il y a une réponse à cette lettre dans les mémoires de De Gaulle. Et quand j'ai retrouvé la famille après, ils m'ont confirmé qu'ils avaient les réponses à la maison dans leur grenier et que du coup cette lettre est bien passée entre les mains de De Gaulle. Quoi. Si tu veux qu'elle passe entre tes mains. Ah, vas-y, je la touche. Je m'imprègne de l'esprit de Gaulle. Et puis t'as des pièces aussi, là, tu vois, celle-là, l'enveloppe, elle est tachée de boue. C'est une lettre qui a été écrite par un soldat américain en Allemagne et qui explique justement à quel point j'ai jamais vu un endroit aussi boueux de ma vie. Voilà, et en fait l'enveloppe elle est elle-même tachée de boue du champ de bataille, donc ça c'est exceptionnel. Et puis ça c'est la seule fois où j'ai vu ça en collection, c'est exceptionnel. C'est une lettre, donc j'ai fait une petite série qui s'appelle Correspondance de guerre et j'en parle dans un épisode de ça. C'est une lettre qui a été traversée par un éclat en fait, un éclat d'obus. Donc c'est un officier qui est dans une unité de la 34e division, les Red Bulls, en Italie, et qui est au milieu des canons d'artillerie, qui se prend des tirs de contre-batterie, voilà, et en fait il explique que justement ça pète dans tous les sens. Et là en fait il y a une petite partie trouée, noircie, et en fait si on regarde bien c'est calciné. Ouais, parce que d'ici on dirait presque juste une tache d'encre en fait. C'est un éclat qui est infime. C'est un éclat qui est infime, il doit faire 1 millimètre. Mais ça suffit pour blesser méchamment, mais ça volait dans tous les sens à des centaines de km/h. Et là, il met entre parenthèses en dessous, les Krauts viennent de nous balancer un obus, avec une petite flèche qui pointe vers le petit trou calciné. Et en fait, c'est d'écrire et tout. Et voilà, et il y a un éclat qui vient traverser la lettre, il vient en train d'écrire, ça prend feu, il a dû souffler dessus pour l'éteindre. Et il a continué sa lettre comme si de rien n'était, c'est dire à quel point les gars, en fait, ils prenaient ça toute la journée et ça devenait la routine, quoi. Donc c'est des objets qui parlent aussi des conditions de vie sur le front et ça rend ça vraiment, c'est des objets c'est des pièces d'histoire en fait. On touche l'histoire du doigt, quoi. Il y a beaucoup de témoignages qui sont vraiment inédits auxquels on apprend des trucs qu'on n'aurait pas pu savoir ou pas. Ouais, des fois il y a des anecdotes qui sont très peu connues. Après c'est surtout savoir ce qu'ils avaient vraiment au fond d'eux-mêmes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais par exemple la vision des Français, ce que les Alliés pensaient des Français. Aujourd'hui, quand on rencontre des vétérans, on est content de nous avoir libérés, etc. Enfin, c'est très, mais en fait, c'était pas aussi facile la relation avec les Alliés à l'époque, parce que on s'était fait bombarder, hein. Il y a quand même des dizaines de milliers de morts, je crois à peu près 30 000 je crois en France quand même, des bombardements alliés. Donc les Normands étaient heureux d'être libérés, mais en même temps il y avait une certaine amertume. Et pareil, côté allié, j'ai des témoignages par exemple de soldats anglais qui parlent de snipers, femmes snipeuses, des femmes qui ont couché avec des Allemands et puis qui ont voulu défendre un petit peu. Donc j'ai eu plusieurs lettres, j'en ai eu 3 ou 4 de soldats anglais qui parlent de femmes snipeuses. Du côté allemand. Côté français, enfin des Normandes en fait qui tiraient sur les Alliés qui débarquaient. D'accord. Donc il y a des choses comme ça qui sont très étonnantes et qu'on retrouve régulièrement. Je crois que c'est Montgomery qui en a parlé aussi, hein, donc ça a été confirmé. Ou alors après, est-ce que c'était des rumeurs? Il y a pas mal de choses, hein. C'est assez étonnant de se plonger 80 ans en arrière comme ça. Mais les Français, typiquement, ils avaient aussi une vision qui était assez... tu vois, j'ai sorti une lettre là d'un... Alors ça fait mal, hein, je vous préviens, hein, notre amour-propre en prend un coup. Mais là, tu vois, j'ai un artilleur de la 66e division. Alors là, je donne pas son nom parce que j'ai pas retrouvé sa famille encore. Ça va être sympa quand on va discuter. Donc il dit, je crois que les Français sont pires que les gens de Naples. Tout ce qu'ils savent dire, c'est cigarettes, bonbons, chewing-gum. On dirait qu'ils nous prennent pour des confiseries ambulantes. Ils ont une boisson qu'ils appellent du cognac. Franchement, on dirait un mélange à part égale d'essence et d'alcool à brûler. J'en ai plutôt marre de cette soi-disant douce France et j'espère juste que cette guerre va finir bientôt, qu'on puisse tous rentrer chez nous et réapprendre à apprécier la vie civile. Je ne vois vraiment pas ce que tante Anita trouve de si formidable à l'Europe quand elle dit que c'est un endroit génial. Pour moi, c'est l'endroit le plus crade de l'univers.
Ça fait mal. Hein. Mais en fait, pareil, il faut comprendre le contexte. La 70e DI, c'était une unité qui a été décimée en fait, dans le naufrage du Léopoldville, qui est un navire qui a coulé à Noël 44. Du coup, ils devaient partir pour la bataille des Ardennes, mais ils ont été finalement affectés à la garde des poches en fait, de Lorient et Saint-Nazaire. Et ils sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. À s'ennuyer et se prendre des obus sous une pluie battante en fait, donc voilà. Puis c'était une partie qui était complètement ruinée, donc c'est pas la partie la plus jolie de la France. Et puis ils étaient face aussi à des Français qui manquaient de tout, hein. Depuis 5 ans ils avaient pas de vêtements, pas de nourriture, pas de quoi se laver, pas de savon, donc forcément on n'était pas sous notre meilleur jour quoi. Mais voilà, ça remet en question un petit peu toutes ces images d'Épinal qu'on a de la libération avec les soldats américains qui sont accueillis avec des fleurs et tout, qui sont heureux d'être là. On découvre la réalité de ce que c'était vraiment pour eux, et c'est hyper intéressant parce que, mais encore une fois, ça remet pas du tout en question ce qu'ils ont fait pour nous, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a la réalité de ce que c'était quoi. Et alors, tu le disais au début de cet entretien, il y a une réelle différence entre ce qu'on peut trouver dans ces lettres et les témoignages des vétérans aujourd'hui. Ouais, absolument. Déjà, des vétérans aujourd'hui, ils sont peut-être quelques dizaines de milliers hein, encore en vie. Donc, et puis surtout, ils ont tous la centaine maintenant, hein, ils ont plus de 100 ans. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Florent Plana qui lui, c'est son truc à lui, c'est interviewer des vétérans. Il en a interviewé plus de 1000 en vidéo, c'est un travail de dingue à travers tous les États-Unis et tout. Et il me raconte que des fois, il va interviewer un para-américain et le mec, il sait même plus qu'il a sauté en Hollande en fait. Ouais. Donc c'est compliqué, mais il a réussi à avoir des témoignages fascinants quand même. Et puis il y a ce qu'ils veulent bien raconter, surtout, à une oreille civile. Avec la peur d'être jugés, ils en parlent même pas à leur famille. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir des témoignages comme ça. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais témoigné. Donc c'est pas facile. Et puis il y a eu toute une démarche. Pour t'en citer quelques-uns, il y avait David Milchrist, qui est un officier britannique de la 43e Wessex, que j'ai interviewé dans le cadre de mon docu The Missing Highlander. Pour pouvoir l'interviewer, il a fallu que je passe par plein d'étapes. J'ai été recommandé par un musée. Après, j'ai eu son meilleur ami au téléphone, un Français, qui m'a questionné pendant 1 heure. Après, je l'ai eu au téléphone, le vétéran. Donc je lui ai expliqué ma démarche, pourquoi je voulais m'entretenir avec lui, etc. Après, je suis allé chez lui. On a pris le thé, pardon. Il faut prendre le thé avec les officiers anglais. Hein. On a pris le thé pendant 3 heures. Et après seulement, il m'a dit « Ok, tu peux allumer ta caméra ». Et là, par contre, il s'est livré. Il m'a raconté comment il a perdu son assistant, un gars de 18 ans, dans ses bras. Il s'était fait arracher les 2 bras en fait, par un obus. Comment il a vu un gars discuter avec un officier. En fait, il y avait une balle qui était pour lui, mais qui est allée sur l'autre officier. C'était même pas une balle, c'était un obus qui a arraché la tête du gars devant lui. Il a juste vu sa tête disparaître instantanément comme ça. Enfin, des souvenirs en fait qu'il peut pas raconter facilement. Mais pour avoir ce genre de témoignage, c'est un travail, voilà. Et ouais. Florent, il m'en parle, hein, il a un mal fou aussi à avoir ça. Il m'a fait rencontrer l'année dernière Louis Toole, qui est un vétéran de la campagne d'Italie, qui revenait pour la première fois en Normandie. 45e division, c'est des gars qui ont fait vraiment tout, hein, l'Afrique, la Sicile, ils ont libéré Dachau après. Et en fait, il était là dans le cadre des commémorations du débarquement, mais lui, il s'est jamais battu en Normandie, en fait. Et les gens, ils ont Dieu que pour les paras, etc. Et en fait, il n'avait pas parlé de la semaine, il n'avait rien raconté. Et puis, on faisait un barbecue. Et puis moi, je lui parle de ce que ça lui faisait d'être là, parce qu'en fait, ceux qui se battaient en Italie, on les appelait les D-Day Dodgers. Donc, c'est ceux qui ont évité le jour J. Mais en fait, ils se battaient en Italie dans des conditions qui étaient abominables, à Monte Cassino et tout. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de venir là célébrer le jour J, alors qu'en fait, vous appelez ceux qui ont évité le jour J avec dédain, quoi. Et là, du coup, il a vu que je m'intéressais à son histoire, que je connaissais la campagne d'Italie, etc. Il a commencé à s'ouvrir, il a commencé à raconter des trucs, comment il a tué à main nue deux gamins, enfin pas des civils, mais deux Allemands. Il s'est retrouvé à se battre contre 2 gars et il les a tués, comme ça il raconte tout ça. Enfin, et d'autres histoires qui sont extraordinaires parce que j'ai trouvé la porte d'entrée pour lui montrer que j'allais pas le juger en fait. Et que je savais d'où il venait, voilà, les conditions dans lesquelles il s'est battu et que j'allais pas je dire c'était comment Omaha Beach alors qu'en fait il est jamais allé quoi.
Donc ouais, c'est un travail, voilà, Florent il se débrouille beaucoup mieux que moi là-dedans, hein, c'est sa spécialité, mais c'est dur d'avoir des témoignages aujourd'hui de vétérans. Ah bah, faut gagner la confiance, et il y a un travail, tu le soulignes, d'écoute et de compréhension qui est primordial, hein. Bah ouais, et puis t'avais fait un podcast sur George Klein, qui était le Faux Ranger, et que moi j'avais rencontré en 2017. Où en fait, il nous a raconté pendant 2 heures son débarquement à la Pointe du Hoc, ce qu'il n'avait jamais fait en fait. Il a été blessé à l'entraînement et il a passé le jour J à l'hôpital. Et pourtant, il nous a tout raconté, comment il s'est pris un coup de baïonnette dans la jambe. Et ouais, on buvait ses paroles, etc. Puis ça a été révélé, je crois, 1 mois après, qu'en fait, non, il n'avait jamais participé à ça. Et il a été descendu. Par contre, ça a été très triste parce que ça reste quand même un vrai vétéran. Il s'est battu, lui, dans l'Est de la France. Les combats de Lorraine et tout qui ont été terribles, mais tout le monde s'en fiche, en fait. Quand on va en Normandie, vous êtes de la Easy Company, Band of Brothers, tu vois. Alors que voilà, 5e division en Lorraine, non, ça... Donc il a dû se sentir obligé d'inventer une histoire pour avoir l'accueil de rockstar qu'ont les vétérans en Normandie. Mais ouais, c'est triste. Et puis il est décédé peu de temps après, je pense... ouais, ça devait être terrible psychologiquement. Ouais, mais ils sont nombreux à avoir enjolivé leur histoire. Ils veulent tous passer pour des héros de guerre, mais ils le sont à leur manière, dans le simple fait d'avoir été un petit rouage dans la grosse machine qui a mis fin le plus longtemps possible, on l'espère, au nazisme et au fascisme, quoi. Et t'as déjà rencontré des vétérans dont t'avais retrouvé les lettres ? Ouais, Sam Carlyle par exemple, là, dont j'avais acheté les lettres sur eBay. Après, il y en a d'autres aussi qui sont arrivés dans le livre parce que je les ai rencontrés. Je pense à Cecil Newton qui est décédé là, il y a quelques semaines, là, malheureusement, qui était un des premiers tankistes à arriver sur Gold Beach, avec qui j'ai été ami pendant plusieurs années et qui m'a confié des lettres, etc., pour mettre dans Till Victory. Mais c'est surtout des témoignages d'après-guerre, parce que lui, il m'a aussi beaucoup parlé de comment il avait vécu tout ça après coup. Et typiquement, je me rappelle, on était parti le voir en Angleterre dans le cadre d'un reportage TF1 pour le 75e. Et à la fin du tournage, je lui avais dit, mais Cécile, est-ce que vous pensez encore à la guerre aujourd'hui et tout, et il me dit qu'une nuit sur 2, il fait encore le cauchemar de sortir des gars calcinés en fait de son Sherman, donc les chars américains qu'utilisaient les Anglais de son unité, qui prenaient feu instantanément au moindre coup en fait. Et en fait, il avait la lourde tâche en fin de journée de sortir les gars carbonisés. Et il faisait encore ce rêve en fait de ça. Donc ça les a accompagnés toute leur vie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils racontent facilement non plus. Faut avoir leur confiance, quoi. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ton projet, Till Victory, comment ça a démarré, voilà. Aujourd'hui, t'en es où avec ce projet ? Aujourd'hui, c'est un projet un peu multimédia, c'est-à-dire qu'au-delà juste du livre, c'est pas mal de choses. C'est donc des documentaires, c'est des podcasts, donc où j'interviewe des vétérans américains, britanniques, voilà. Ça, c'était surtout pendant le Covid. Des expos, des conférences. C'est un projet vraiment assez complet. Donc là, maintenant il y a 3 livres. Tu veux que j'en parle ? Ah mais vas-y, tu peux nous en parler. Donc il y a le premier, Till Victory, donc c'était 15 ans de boulot, lettres de soldats alliés. Et le petit deuxième qui a suivi, lettre du jour J à la victoire, donc qui se concentre sur la partie du D-Day à la fin, la victoire en Europe. Et là-dedans, dans les deux, il y a une centaine de soldats à peu près qui sont identifiés, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes en plus. Ça, on en parlera, mais quand je ne retrouve pas les familles, que je n'ai pas les autorisations, je donne que le prénom et la division. Il y avait jusqu'à 20 000 hommes dans une division, donc voilà, mais ça permet de préserver l'anonymat. Et puis après, Till the Job is Done, donc le dernier, lettre du front d'un officier de la 4e division américaine, où là, en fait, on se concentre sur un seul homme. Donc là, c'est intéressant pour la partie collecte, parce que là, c'était vraiment un coup de chance. Où en fait, c'était pareil pendant le Covid, j'ai enchéri sur un lot de lettres. Je
voyais l'unité, 8e régiment, 4e division. C'est une unité qui a débarqué sur Utah et tout, qui a libéré, qui a participé à la libération de Paris, aux côtés de la 2e DB française. Je me suis dit, c'est une unité qui est réputée, ça peut être sympa, peut-être qu'il y a du contenu intéressant dedans. En plus, ça coûte que $20. En plus, faut que je saute sur l'occasion. J'ai demandé l'accord de ma femme, elle a dit oui, vas-y. Donc du coup, voilà, j'ai enchéri. Personne d'autre n'a enchéri parce que je pense que les gens, ils étaient en train de penser à la fin du monde. Donc voilà. Et en fait, c'est le contenu le plus exceptionnel que j'ai jamais vu. Et en fait, je m'étais dit bon, il y a peut-être une ou deux lettres qui vont être un peu intéressantes. Je vais les mettre de côté à chaque fois que j'en trouve une. Donc il y avait quand même je sais plus combien de courriers, 250 je crois, dans le lot, mais la collection est complète. Et du coup, d'abord, il faut les trier, il faut les mettre dans l'ordre, pour les lire dans l'ordre chronologique. Et après, en fait, à chaque fois... Il les avait numérotés ou pas, lui? Je crois qu'elles n'étaient pas numérotées, mais t'as le tampon, par contre, le cachet. Ah ouais, donc tu avais la date. Mais du coup, à chaque fois, je lisais, je me disais, c'est extraordinaire, il raconte tout. Enfin, il parlait même de crimes de guerre, il parlait de tas de choses... Et il parlait un peu français, donc ses échanges avec les civils aussi. Il était stationné à Sainte-Mère-Église. Alors au début, j'étais un peu déçu parce que je voyais qu'il est arrivé en remplaçant pendant la bataille des Haies, donc il n'a pas fait le débarquement. Qu'après, il a été blessé en décembre, donc il a fait la fin de la guerre à l'hôpital. Je m'étais dit, dommage, mais en fait, c'est le quotidien. Enfin, il y a très peu de soldats qui ont débarqué le jour J ou qui ont commencé plus tôt la guerre et qui sont allés jusqu'au bout sans, voilà, surtout dans les unités de première ligne, le taux de survie il est extrêmement faible. Donc en fait, lui il vivait l'expérience de la majorité des soldats, c'est-à-dire arriver dans une unité où on connaît personne, devoir faire sa place, en plus en tant qu'officier se faire respecter, etc. Et puis après, gérer la perte des hommes sous son commandement, les responsabilités, tout ça. Et en fait, il racontait absolument tout. Et en fait, à chaque fois, je mettais des lettres de côté. Puis à la fin, je me retrouvais avec une pile tellement énorme que je me disais, mais si jamais je l'intègre dans un bouquin, en fait, il va prendre la moitié du bouquin, c'est pas possible. Donc autant faire un bouquin sur lui. Autant faire un bouquin sur lui. Et voilà. Et donc j'ai fait ça. Et puis dans le même temps, je suis allé plus loin. Je me suis dit, mais en fait, il parlait plein de petits patelins. J'étais jamais allé, Carouge, des trucs comme ça. Et je me dis, mais est-ce que ce serait pas chouette d'aller sur ces traces, du coup de la Normandie où il est arrivé en tant que remplaçant, jusqu'à la forêt de Hurtgen où il a été blessé et qui est en plus la plus longue bataille de l'histoire de l'US Army, qui a été une épreuve absolument terrible, mais qui a été un peu éclipsée par la bataille des Ardennes. Et en fait, d'aller vraiment de suivre tout son parcours, d'aller là où il est allé et de faire un documentaire en fait où je me lance sur ses traces. Voilà. Donc j'en ai tiré un documentaire de 2 heures qui est sur YouTube maintenant, Till the Job is Done aussi, et qui est en fait, du coup c'est pour ça que je dis c'est un projet multimédia parce qu'on a, on voyage dans le temps dans le bouquin avec les lettres du terrain. Et on voit aujourd'hui les lieux où il s'est battu et qui sont en plus phénoménaux, parce que la forêt de Hurtgen, il y a des foxholes, donc des trous d'hommes, mais partout. Les lieux, c'est comme si les Américains étaient partis hier, quoi. Et d'ailleurs, c'est tellement miné la zone en plus que j'étais pas serein à tourner tout seul là-bas. Mais bon, au début, je prenais les foxholes en photo, puis à la fin, j'arrêtais, parce qu'en fait, trop, quoi. Ouais. C'est extraordinaire. On n'a pas ça en Normandie, hein. Donc c'était passionnant, puis j'ai rencontré des historiens, des témoins aussi, des vétérans, enfin voilà. Et donc c'est pour ça, les deux se combinent, se complètent, et c'était assez chouette comme projet. Voilà. Puis j'ai fait d'autres documentaires, un justement qui décrit toute la partie recherche de Missing Highlander, où je suis parti des lettres d'un soldat qui était porté disparu, et j'ai juste voulu savoir ce qui lui était arrivé. Et donc j'ai fait le voyage jusqu'en Écosse, j'ai retrouvé sa famille, fouillé dans les archives. Et au final, on a découvert que les archives s'étaient trompées sur la date de sa mort, enfin du coup le lieu en fait de sa mort, et du coup il était manquant sur un monument où il aurait dû avoir son nom. Et donc la ville où il a été tué a mis à jour la plaque. Donc en plus ça a vraiment eu un impact vraiment chouette, et toute la famille a fait le déplacement depuis le Royaume-Uni. C'était assez exceptionnel comme truc. Ah bah ouais, là ton boulot il y a eu un vrai impact ouais, c'est gratifiant. sur la mémoire de ce type en fait. Ouais. C'est gratifiant, et puis même pour les familles c'est super parce qu'ils découvrent leur histoire, ils la connaissent pas souvent. Combien de fois j'ai retrouvé une famille en disant j'ai les lettres de votre grand-père et tout. Ah bon, il a fait la guerre, il m'en a jamais parlé. Donc c'est chouette. Eux, ça leur permet de découvrir une partie de leur histoire, nous ça nous permet de découvrir la nôtre aussi. Donc voilà, c'est un projet maintenant qui a pris des proportions assez folles. Et puis moi, je te parlais du syndrome de l'imposteur qui a été reconnu. Ouais, j'ai eu le prix Stéphane Bern, prix Histoire en 2019. Et puis j'ai eu un prix aussi par l'armée américaine, le musée national de l'US Army aux États-Unis pour la version anglaise de Till Victory. Donc
c'est pas pour me faire mousser, mais c'est juste que pour moi, ça me Non, mais reconforte dans le fait de, voilà, je suis pas historien, mais par contre, c'est la preuve que j'ai mené un travail assez sérieux et que... t'as des méthodes en allant chercher les sources, critiques, enfin Ouais. voilà. Ouais, c'est gratifiant. Et puis bah, voilà, surtout la reconnaissance des familles qui me pousse à continuer, parce que c'est génial. Il y en a, enfin, j'en ai retrouvé plus d'une centaine à travers le monde maintenant, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Il y en a qui sont venus à la maison. Et puis il y en a qui sont devenus des amis très proches. Donc c'est génial. Je me fais plein de copains partout dans le monde. 2024, on a eu une grande date. Ouais. Puisqu'on a fêté les 80 ans du débarquement. Quel rôle t'as joué toi là-dedans? Ouais, alors ça c'était un peu la consécration, le summum de, je pense que ce que je pouvais faire, outre passer chez Nota Bene quand même, ça c'est cherry on the cake. Non, c'était, bah du coup j'ai participé à l'écriture, j'ai participé à la cérémonie internationale du coup des 80 ans du débarquement à Omaha Beach. Où bah en effet ils ont décidé ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient axer la cérémonie sur les lettres de soldats. Donc il fallait que je leur trouve des témoignages du débarquement, mais il fallait voilà, évidemment que j'ai l'accord de la famille, il fallait que j'ai une photo du soldat, la lettre originale, il fallait que ça décrive le débarquement, mais que ça parle pas trop en mal des Allemands parce qu'il y avait une délégation allemande, etc. Là encore une fois, on est vraiment dans ce truc de histoire, mémoire, pareil. Les Allemands, ils les appelaient pas les Allemands dans les lettres déjà, hein, c'était les Jerry's, les Krauts, les Fritz, voilà, et donc bah c'était difficile de trouver des lettres qui cochaient toutes les cases, quoi, mais on a fini quand même sur une sélection de 5 lettres, du coup, qui ont été lues par plein d'acteurs. Il y avait Lambert Wilson, Charlotte Rampling, et puis lui devant tous les chefs d'État, il y avait même Zelensky qui était là, puis des millions de téléspectateurs, donc c'était quand même assez surréaliste aussi de me retrouver là avec des lettres, et puis voir sur le grand écran des gars comme Otis Hewitt de Till the Job is Done, et de les voir en grand comme ça. Il y avait les familles qui suivaient de chez elles, qui voyaient leur grand-père honoré devant tous ces gens-là. C'était quand même assez exceptionnel. Mais ça montre aussi que la mémoire elle est en train de changer, que on est conscient que maintenant il y a plus de témoins directs, enfin plus beaucoup, et que voilà, il faut trouver d'autres moyens aussi de parler de ça. Mais c'est différent, c'est une autre approche, forcément. On a des termes. Tu vois, on parlait de la ségrégation. Tout à l'heure, tu vois le nombre de mots en N que tu trouves dans les lettres de soldats américains. Beaucoup. Oh, ouais. Et du coup, tu peux pas lire les lettres en l'état comme ça, tu vois. Mais voilà, c'est que c'était comme ça dans les années 40, quoi. Et c'est très loin de l'image qu'on se fait du soldat qui vient pour la liberté et tout ça. Donc c'est pour ça, c'est intéressant. Maintenant, voilà, là on se concentre sur des histoires humaines individuelles, mais c'est important de garder le recul aussi et de se rappeler que c'était quand même la dernière grande guerre du bien contre le mal, et qu'en prenant du recul, quand même, voilà, peu importe que les Alliés, ils avaient leurs défauts, etc. Mais on leur doit tout, quoi. Donc ouais, alors il y a cette vision-là aussi qui a été très perpétuée, retransmise par le cinéma, et qui du coup a vachement aussi valorisé les soldats américains et alliés en général, qui a induit pas mal de clichés. On le voit depuis tout à l'heure, tu nous as lu quand même pas mal de lettres. On voit que dans ces lettres, il y a pas mal il y a une réalité tangible qui souvent peut aller à contre-courant de tous ces clichés dont on a été abreuvé depuis qu'on est gamin. Toi, forcément, quand tu as commencé à bosser sur ces lettres-là, tu devais avoir une idée un peu préconçue de qui étaient ces types. Idée qu'on peut tout savoir justement parce qu'on a vu le soldat Ryan ou autre. Comment a évolué ton regard sur le soldat américain ? C'est vrai qu'il est beaucoup plus nuancé maintenant. J'ai une vision c'est beaucoup plus complexe que ce que Hollywood nous présente, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas que le soldat américain. Je pense au soldat britannique. Tu vois, t'as l'image de l'officier britannique qui est très, très classe, voilà, qui est de la haute, etc. Et en fait, quand tu lis les lettres, là, je sais même pas d'ailleurs comment je vais faire, parce que je dois retrouver sa famille. Surtout que j'ai envie de l'honorer dans le sens où c'est un soldat qui a été tué. Mais c'est un officier du régiment Black Watch, la 51e Highland, qui libère le pays de Caux, etc. Et qui, en fait, dans ses lettres, parle des cocktails qu'il fait avec ce qu'il arrive à trouver à droite à gauche. Donc, ces petits cocktails pour se mettre bien. Et puis après, comment il va aller chercher des filles de joie
dans les villes, etc. Donc, et puis il a un langage qui est un peu fleuri. Donc pourtant c'est un officier qui vient d'une grande famille, un peu aristo, tout ça. Donc c'est marrant parce qu'il y a ce décalage. Enfin voilà, on découvre qu'en fait, c'était juste des jeunes gars en fait traumatisés et que c'est pour ça, il faut tenir compte du contexte. Voilà, quand je suis allé interviewer une vieille dame pour le documentaire Till the Job is Done, donc j'ai retrouvé la ferme exacte où est passé Otis, le soldat. Et je demande à la mamie qui est là, qui était petite et qui se rappelle très bien de l'arrivée des Américains. Vous avez dû être trop contente de les voir arriver, ça devait être la joie, etc. Et en fait, elle me dit, bah non, ils ont tout pété dans la maison, ils ont tout pillé, ils ont vidé la cave. C'est pas ouf, ouais. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais je suis embêté parce qu'en fait, je veux leur rendre hommage dans mon documentaire. Mais voilà, mais faut rappeler ça, c'est des gars qui avaient, en réalité, tu vois John Wayne, tu vois Tom Hanks, en fait, c'était des gars qui avaient 20 ans, quoi. C'était des gars qui avaient 20 ans, à qui on a donné un fusil, ils avaient pas envie d'être là, ils devaient tirer sur d'autres êtres humains, ils dormaient pas, et puis ils avaient vu les pires choses, enfin, ils ont rien vécu, ils étaient traumatisés, quoi. Donc, ouais, ils venaient en conquérant, voilà. Bon, bah, ouais, les guerres, c'est pas tout rose, hein. Mais justement, ça c'est intéressant aussi parce que depuis tout à l'heure, dans ton discours, il y a un truc que je note quand même, Ouais. c'est que à chaque fois que tu lis par exemple une lettre ou que tu nous racontes l'histoire de quelqu'un, tu nous dis bon après attention, il faut remettre dans son contexte, etc. Ça c'est la démarche de l'historien, c'est d'essayer de mettre à distance sa matière première. Maintenant cette matière première c'est quand même des lettres quoi, où les mecs se livrent, c'est leur intimité. C'est pas compliqué de faire, de pas être trop empathique. Mais en fait, je pense qu'il faut l'être, justement, parce que, justement, c'est pas des militaires de carrière, c'est des citoyens en uniforme. Et moi, ce que je vois, c'est pas le soldat, c'est l'humain, en fait, qu'il y a derrière. Donc, c'est un humain avec ses défauts, mais c'est des humains à qui on doit tout. Donc, en fait, ouais, on est obligé on peut pas s'en détacher, en fait, de cette partie-là. Et c'est clair que, voilà, de toute façon, on rentre dans leur intimité. Alors, au début, c'est perturbant, hein. Tu reçois un lot de lettres, tu découvres quelqu'un, tu rentres vraiment dans son intimité. Des fois, il y a voilà, entre un homme et une femme, tu peux avoir des lettres, des fois, un peu olé olé. Ça arrive, et tu te sens un peu bizarre, tu vois, j'ai rien à faire là, quoi. Mais voilà, il faut les traiter avec le plus de respect possible. Évidemment, moi, je cherche que de la matière pertinente historiquement. Mais ouais, je suis obligé de comprendre d'où il vient, je fais des recherches sur sa famille, pour vraiment comprendre de quel background il vient. C'est des gars qui ont grandi pendant la dépression, voilà, pour beaucoup qui n'avaient pas eu une grande éducation. Enfin voilà, faut comprendre tout ça, quoi. Mais ça permet de découvrir qui ils étaient vraiment, et c'est ça qui est intéressant. Et là, voilà, on l'évoque comme ça en filigrane. On disait tout à l'heure, bon, les bombardements alliés ont fait beaucoup de morts aussi en France, d'où un accueil relativement tiède. Si on rajoute à ça qu'il y a pu avoir des agressions, des pillages, voilà, ce que tu veux. Est-ce que tu as des lettres où on a des soldats américains qui font des aveux ou qui expriment des remords sur la manière dont ils se sont présentés, ou est-ce que justement ils sont tellement encore dedans qu'ils n'ont pas pu prendre leur recul? Bah ouais, je t'ai sélectionné quelques trucs. Après, tu vois, on parle de pillage, de viol, de choses comme ça. C'est des choses c'est des réalités aussi, hein. Ouais. Mais qui considèrent, enfin, c'était quand même une minorité. Et c'était sévèrement puni, hein, par la pendaison. Voilà, côté américain, ils faisaient pas de cadeau là-dessus. Il y avait des enquêtes à chaque fois. Maintenant, c'est vrai que c'est une réalité aussi. Mais moi, je suis face à ce dilemme. En fait, c'est est-ce que j'en parle au risque d'entacher la mémoire de la majorité qui s'est bien comportée, ou est-ce que j'enterre le truc, mais du coup je présente pas la guerre dans toute son horreur et la réalité de ce que c'était, quoi. Et l'idée, c'est quand même au final de délivrer un message de paix et de montrer qu'il faut plus jamais que ça arrive. Donc voilà. Mais par contre, après, oui, dans les lettres, ils en parlent. Tu vois, là j'ai un témoignage d'un soldat américain. Alors là j'en ai deux, parce que en fait, c'est surtout sur l'impact psychologique. En fait, l'idée, c'est de comprendre qui ils sont, etc., pour mieux comprendre comment la guerre les a impactés. Et typiquement, tu vas avoir deux sons de cloche. Enfin, là, je t'ai trouvé deux témoignages qui sont très différents. Donc, il y en a un. Donc, j'ai retrouvé la famille récemment, donc je peux donner son nom. C'est le major Leroy Clark, qui était dans un escadron reconnaissance de la 4e de cavalerie, qui, lui, semble pas du tout impacté par tout ça.
Donc il écrit à sa femme à la fin de la guerre, il écrit « J'ai tout vu ma chérie. Les bombardements, les obus, les mitrailleges en piqué, les balles de mitrailleuse et les coups de fusil. J'ai vu de nombreux hommes mourir des deux côtés et j'ai traversé ces camps de concentration dont parle le temps. J'ai vu des types sombrer dans la folie sous l'effet de la peur, mourir en héros ou d'étaler comme des lapins. J'ai vu des pillages, des meurtres, des viols, des incendies criminels. Et pourtant, tout ça m'a à peine effleuré. Ceux qui ont pris les choses à cœur ont craqué, mais nous, les types à sang-froid, on continue coûte que coûte. La seule différence que je remarque en moi, c'est une volonté plus directe d'arriver à mes fins et une impatience féroce face à tout ce qui s'y oppose. Je me demande ce que tu penseras de ton mari dans sa version d'après-guerre. » Et ça évoque aussi le difficile retour à la maison, parce qu'en fait, pour les soldats, en fait, la guerre, elle est loin d'être terminée après, hein, parce qu'ils ils doivent se réadapter à la vie civile avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé. Et puis là, le gars, il a conscience du fait que ça l'a profondément changé et que c'est devenu... Pour lui, ça l'a pas changé, justement. Pour lui, il a été peu impacté par tout ça. Ah, mais il dit quand même, à la fin de la lettre, je me demande ce que tu penseras de ton mari d'après-guerre. Ouais, mais pour lui, c'est plus positif. Il a l'air de savoir ce qu'il veut maintenant dans la vie et il sait comment l'obtenir, en fait. Et c'est la suite de sa correspondance va un peu dans ce sens-là. Par contre, à l'inverse, tu as des soldats qui parlent déjà de traumatisme dès le début. Là, j'ai une lettre qui date de l'été 44, donc du Major Ross, celui dont je vous avais montré la lettre, écrite dans le bateau juste avant le débarquement. Là, on est juste 1 mois et demi après, combat pour Caen. Objectif du jour J, pas du tout atteint. Et donc là, il a perdu quasiment toute sa compagnie, à ce moment-là. Il n'y en a plus beaucoup de ceux qui ont débarqué. Et donc là, il écrit « On s'est retrouvé face à une force allemande bien plus grande que ce qui restait de ma compagnie. Et bien qu'on en ait tué beaucoup, avec peu de pertes de notre côté, on a été forcé à battre en retraite vers le village une nouvelle fois. Je suis resté 48 heures supplémentaires avant que mon supérieur ne m'ordonne de partir à l'arrière me reposer. Il avait raison. J'avais à peine la force de diriger une école de jeunes filles. Mes yeux ne supportaient plus la lumière, je pouvais à peine tenir une cigarette. Mon supérieur était gentil et paternaliste. Trop, en fait, puisque je me suis mis à pleurer comme un bébé. Mais je me suis senti mieux après. Je pense que j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, je sais que j'étais têtu comme une mule. J'aurais dû aller à l'hôpital. J'ai vu des gars en bien meilleures conditions que moi aller à l'hôpital pour fatiguer. Donc fatigue, c'était le mot de l'époque, qui va plus tard s'appeler le stress post-traumatique. Mais il est complètement traumatisé. D'ailleurs, il va plus resservir au combat. Il aurait été complètement rincé, alors qu'on voyait dans sa lettre au débarquement, il était en bonne compagnie, joyeux et avec plein de bons gars. Et ils sont tous morts ou blessés. Donc voilà. Donc déjà dès le début, il voyait que la guerre l'avait affecté. Donc ça, c'est un témoignage qu'on peut trouver dans une lettre qui est soi-disant censurée. Et, voilà, comme quoi on trouve quand même des témoignages assez marquants. Tout à l'heure, tu parlais de ton boulot autour du 80e et du fait que il fallait trouver un équilibre parce que il y a des enjeux politiques et de bienséance. À quel point la politique actuelle peut influencer ton travail ? Et justement, l'idée, c'est faut faire attention à pas avoir tout ça sous le prisme de l'actualité, etc. Et vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Mais c'est vrai que aujourd'hui. Après, moi, ça m'aide dans le sens où, à montrer justement par rapport au début, où c'est vrai que j'étais quand même très nourri par la pop culture, etc., très pro-Occident, c'était un peu manichéen presque. Aujourd'hui, je suis plus nuancé dans mes propos parce que j'ai découvert la réalité de ce que c'était, sans pour autant, en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec les Américains, par exemple, qui n'ont plus trop le vent en poupe, ça permet de rappeler aussi que les États-Unis, au début de la guerre, ils étaient isolationnistes, qu'il y avait le comité America First, qui rappelle beaucoup ce que fait Trump aujourd'hui, qui était proche des nazis et qui en fait, voulait pas que les États-Unis s'engagent en Europe. Et après Pearl Harbor, il a carrément été dissous presque le jour même, en fait. Ils ont complètement reviré, mais voilà, et Roosevelt avait dit aux Américains que jamais ils s'engageraient dans une guerre à l'étranger. Donc voilà, ça permet aussi de parler de tout ça avec beaucoup plus de... Voilà, aujourd'hui les gens sont prêts à l'entendre. Mais par contre, oui, c'est sûr que l'actualité, elle influence beaucoup mon travail, surtout dans les retours que je peux avoir. Hein. Là, typiquement, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui... je pense que tu dois avoir, j'imagine la même chose, le nombre de commentaires sur les réseaux sociaux pro-russes et tout, et puis la révision de l'histoire, enfin, comment Poutine il utilise la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui pour justifier l'invasion de l'Ukraine avec des... Voilà, sans rappeler que par contre il avait envahi sa part de la Pologne en 1939 aux côtés des Allemands, mais... Enfin voilà, il a sa façon de présenter les choses.
Et puis, bah ouais, enfin, T'inquiète, Trump aussi, hein. ouais, bah, oui, c'est ça. Il manque pas une occasion de dire qu'il a été le libérateur. Là, il a encore sorti une connerie sur il a fini la guerre le le 8 discours mai. d'Hitler. Et lui, il a fini la guerre le 8 mai aussi. Hein. Je sais pas si t'as vu. Hein. Parce qu'il faut rappeler que Ouais, nous, quand j'étais on célébrait la victoire en Europe, mais en fait, les Américains, eux, ils continuent de se battre dans le Pacifique, mais les Anglais aussi en Birmanie et tout. Mais enfin, le Japon n'était pas défait avant le 2 septembre 45, mais bon, pour Trump, la guerre était finie le 8 mai. Bon. Mais bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, et puis bah, je le ressens aussi, tu vois, je t'en avais parlé une fois, tu vois, même la montée de l'antisémitisme en France, tu vois, j'avais fait une conférence il y a 2 ans, je crois. Et il y a un gars qui est venu me voir à la fin pour me dire que c'était bien, ce que ma conférence, mais par contre, ouais, ça pas, ouais, c'est bon, hein, l'Holocauste, on en parle suffisamment, et peut-être un moment, faut arrêter. Ouais, Tu vois, non. t'as des trucs comme ça, enfin, tu vois, c'est terrible, mais ouais, enfin, ça paraît loin maintenant, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de revenir aux sources primaires, d'aller sur l'humain, d'expliquer vraiment ce que ça a coûté, tu vois, quand tu vois des lettres. Je pourrais t'en montrer, mais encore, j'ai un petit plein de lettres, mais tu vois, une lettre de Saint-Valentin qui revient avec la mention retour à l'expéditeur, tu vois. Enfin, des trucs comme ça, c'est ça le vrai prix de la liberté, en fait. Ce que ça a coûté pour des jeunes gars, en fait, qui ont sacrifié leur jeunesse, leur vie, en fait, pour ça. Et il faut qu'on soit digne de l'héritage qu'ils nous ont laissé, quoi. Donc voilà, ouais, mais c'est sûr qu'à mesure qu'on s'en éloigne, on ne tire plus des leçons du passé, et on les oublie, quoi. C'est Ouais. clair. D'où le fait que tu fais un boulot plus que nécessaire, il faut le rappeler et que c'est important de continuer à en parler justement parce qu'on oublie. Et puis vu qu'on l'a pas vécu directement, c'est forcément moins impactant Ben ouais, voilà, ouais. dans la chair. Et ça c'est par rapport, tu vois, ça me fait penser à l'entretien que tu avais eu avec Antoine Reich sur les leçons Ouais. de l'histoire. Je m'attendais à ce que tu me poses cette question, mais à quoi ça sert l'histoire? Tu l'as posé plusieurs fois. Et pour moi, c'était ça, l'idée à l'origine, c'était quelle leçon on peut en tirer. Et en fait, c'est vrai que finalement, on n'en tire pas de leçon, ou en tout cas à court terme. Et je pense qu'aujourd'hui, réellement, tout le sens de mon travail, c'est ça, c'est de réaliser plus que par des chiffres et voilà, des statistiques froides qui nous permettent pas vraiment de réaliser ce que ça a coûté, la paix, la liberté. Mais c'est ces histoires humaines, en fait. Et ça, moi, je m'en suis aperçu, tu vois, en travaillant sur l'histoire d'Otis, où il parlait des combats à Hurtgen. Il attendait son premier enfant. Il avait mon âge, 34 ans, au moment où j'écrivais ce bouquin. Et moi, je me disais, ben, moi, je suis tranquille là, à lire ces lettres dans mon canapé avec mon chat qui ronronne à côté, et je suis en paix, et j'ai pu faire des études, et j'ai pu. Et voilà, j'ai pas des bombes qui me tombent. Alors lui, il était dans un trou boueux au milieu des obus, quoi. Et ça te permet vraiment de te dire, ouais, en fait, on a une chance inouïe, quoi. Et on se plaint toute la journée, mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut jouir de tout ça. Donc voilà, ça reste encore aujourd'hui vraiment un grand merci, en fait, pour les libérateurs, quoi. Même si aujourd'hui je les présente de manière beaucoup plus nuancée, parce que c'est des humains en fait, tout simplement. C'est pas des héros hollywoodiens qui partent à l'assaut des plages avec le couteau entre les dents, c'était pas ça du tout. Mais ça enlève rien à la beauté de ce qu'ils ont fait, quoi. Alors, on a une bonne vingtaine de minutes encore pour décortiquer un autre aspect de ton boulot, qui est la méthodologie que tu as utilisée dans ton travail. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du contenu des lettres, de la guerre, mais ce qui ressort aussi de tout ça, c'est un peu un travail d'enquêteur. Le côté Sherlock Holmes, ça te plaît quand même. Ah ouais, j'adore ça. Parce que alors j'imagine que la première étape quand tu retrouves une lettre déjà, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle raconte, et ça passe par une transcription. Mais j'imagine que tout le monde n'écrit pas hyper bien. Si tu tombes sur un mec qui, comme moi, a une écriture de CE2, compliqué. Alors ouais, et puis alors avant ça encore, donc il y a la partie collecte. C'est vraiment c'est la base du travail qui est compliqué, comme on l'a vu à cause de la censure, etc. Mais ça déjà, moi j'ai aussi envie de dresser un panorama réaliste de ce qu'était la guerre. Donc c'est pareil, dans mes bouquins, j'essaye de respecter le ratio des troupes en présence. Typiquement, en Europe de l'Ouest, il y avait une partie, au moment de la guerre, entre 60 et 70% des troupes qui étaient américaines. Et j'essaye de respecter en fait ces ratios dans les lettres qui sont présentées. Il y a à peu près 30% de troupes du Commonwealth, voilà, et puis les Français, c'est quelques petits pourcents. Mais du coup, voilà, j'essaye de respecter ça, donc c'est une contrainte en plus. Faut essayer de couvrir toutes les batailles.
tu vois. Essayer de parler de toutes les branches armées, donc il faut des gars qui sont dans l'aviation, des gars qui sont dans la marine, des gars qui sont dans l'armée de terre, et puis en plus il faut trouver du contenu intéressant. Donc c'est déjà réunir le contenu pour parler de toute la guerre à travers des lettres, ça prend des années pour constituer le corpus. Donc ça c'est énormément de lecture déjà. Mais attends, avant d'enchaîner sur le reste, justement, peut-être que je vais te poser même une question avant tout ça. Est-ce que c'est un boulot qui a déjà été fait, en fait, ce genre d'initiative? Alors en fait, non. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment écrit le bouquin que je voulais lire et que j'ai jamais trouvé. Ouais. Mais pour des raisons toutes bêtes. Y a plein de freins à monter un projet comme ça. Et c'est pour ça que je peux pas en vivre. C'est le temps que ça prend, parce que pour publier les lettres, faut l'accord des ayants droit. Donc déjà, faut retrouver aussi les familles à travers le monde. Faut avoir leur confiance, faut avoir leur accord. C'est beaucoup d'échanges, de temps. Et en plus, pour constituer ce corpus et rester complètement indépendant, c'est compliqué. Le truc, c'est que la plupart des livres qui existent sur des lettres de soldats, souvent, c'est des initiatives familiales. C'est la famille qui a les lettres du grand-père dans le grenier et qui veut l'honorer à travers, en les publiant. Mais ils n'ont pas l'objectivité requise pour savoir si c'est du contenu qui est vraiment intéressant ou pertinent historiquement. Mais comme c'est des banalités souvent liées à la famille, ça donne un peu, et il y en a plein sur le marché des livres comme ça, sur un soldat avec ses lettres, mais en fait ça donne l'impression fausse que en fait c'est pas intéressant les lettres de guerre. Et puis il y a eu aussi des tentatives de collecte, d'appel public à la collecte. Il y en avait un qui avait été fait d'ailleurs pour le 80e, je crois, et qui n'a pas donné grand-chose, je crois. Parce que souvent, les familles, elles envoient du contenu, et c'est aussi pour ça que je passe d'abord par la recherche, moi de mon côté, des témoignages, et que après seulement je contacte les familles. Parce que des fois, je vais avoir des lettres, non, mais il n'y a rien à en tirer d'intéressant, en fait. C'est vraiment du contenu familial. Donc, je ne vais pas aller contacter la famille pour leur donner l'assurance que je vais honorer leur grand-père dans un bouquin. Ouais, donc, on imagine aussi qu'il y a des initiatives d'institutions, mais qui, pour le coup, là, sont obligées politiquement de valoriser une image du soldat aussi, qui n'est pas forcément... c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi je veux être complètement indépendant. Il y a des musées aussi qui m'ont proposé des lettres, etc., mais qui avaient déjà été publiées, et puis ils ont un intérêt derrière. Donc moi je veux vraiment faire, j'ai ma vision du truc, et je veux vraiment donner le portrait le plus réaliste possible de qui ils étaient, ces soldats, avec mes contraintes. Donc constituer cet échantillon représentatif en fait. Donc ça passe forcément par ça. Donc chercher moi-même les témoignages et un gros travail de filtre derrière. Et pareil, ne pas appliquer une troisième censure qui serait de modeler l'image du soldat allié en fonction de l'image que je m'en fais, en fait. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc il y a toute cette partie collecte, constituer le corpus qui prend énormément de temps. Sortir de ses propres biais, de ses propres représentations, et puis assumer aussi le fait d'être déçu, comme ce type qui a fait des faux témoignages. Voilà. Là tu peux pas avec les lettres, parce que tout est, tout est daté, tout est à l'unité sur l'enveloppe, voilà. Et ça c'est ce qu'ils mettent du coup pour les recherches qui suivent. Après, rien n'empêche un soldat qui témoigne de pipoter un peu dans sa lettre pour se présenter sous un jour, tu vois, c'est possible aussi. Ouais. J'ai le cas, typiquement, là, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Alors, j'ai l'accord de la famille, je suis déjà en relation avec le George Studd, un Canadien qui raconte comment il a eu un peu peur et tout, et puis du coup il a changé d'unité, mais il raconte pas trop les circonstances. En fait, moi j'ai retrouvé les rapports. En fait, il a été hospitalisé parce qu'il était traumatisé, et en fait il y a son officier qui témoigne dans le rapport que en fait il voulait pas sortir de son trou, que il pouvait rien en tirer, que le gars pouvait plus bouger, il était complètement tétanisé. Ça, il en parle pas dans sa lettre. Ouais. Mais en même temps, et puis il va être tué en fait quelques semaines plus tard. Donc il a quand même Et puis des choses qui peuvent se comprendre, c'est-à-dire que quand tu écris ou que tu donnes des nouvelles à ta famille, tu peux avoir honte de trucs que tu as fait et tu as envie de le planquer sous le tapis. C'est humain, quoi. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, donc il y a cette partie collecte, et puis après les recherches pour le parcours. Donc ça c'est dans les rapports d'unité. Donc là ça c'est une chance inouïe qu'on a, nous, notre génération, en fait, d'avoir Internet. Parce qu'on a accès à des ressources en ligne qui sont énormes. Les archives américaines là, qui sont en train de tout numériser, là, les Morning Reports, les War Diaries, en fait on peut retrouver du coup tous les déplacements des unités, etc. en détail.
Donc ça permet en fait de resituer les lettres dans leur contexte. On a l'unité, la compagnie du gars, on sait du coup qu'elle était précisément dans tel champ à telle date, au moment où la lettre a été écrite, et qu'elle participait à telle bataille du coup, parce qu'il y a des tas de livres spécialisés sur toutes les unités et tout. Donc en fait l'idée c'est vraiment de lier ces petites histoires individuelles à la grande histoire et du coup donner du sens à ces lettres. Il y a des lettres qui vont paraître banales, une simple lettre d'amour. Et en fait, le soldat, si tu fais pas les recherches, tu sais pas qu'il va être tué le lendemain et qu'en fait il avait la lettre sur lui au moment de sa mort et qu'elle va être envoyée avec ses affaires personnelles. En fait, et la lettre d'amour, elle prend du coup une toute autre dimension en fait. Et donc voilà, c'est hyper important de mener les recherches en parallèle pour apporter le contexte. Donc ça, c'est la deuxième étape, ouais. Aujourd'hui, on a des solutions. Attention, je vais dire du bien de l'IA, ça m'arrive pas souvent, attention. Hein. Ok, mais on va en parler, j'ai des anecdotes super là-dessus. mais parce que c'est vrai que d'un point de vue IA, il y a des trucs qui sont intéressants aujourd'hui, c'est que tu peux lui dire, tu lui files une photo d'un texte, et il peut te faire une transcription en analysant un peu le truc. Ça peut faire gagner beaucoup de temps, même s'il faut être prudent. Ouais. Donc toi, comment est-ce que tu as travaillé avec ces transcriptions? J'imagine qu'il y a un moment donné, quand tu as commencé, il n'y avait pas toutes ces solutions-là. Et est-ce que ça a pu t'aider? Alors, l'IA, je l'utilise pas du tout pour ça. J'utilise l'IA pour corriger mon texte là, pour le bouquin. Mais avec un prompt qui est très précis parce que il réécrit des fois des âneries, c'est très compliqué. Pas très fiable l'IA. Non, pas du tout. Vous avez dit, j'avais dit du bien de l'IA, mais juste un tout petit peu là. Non, puis surtout j'ai des anecdotes assez marrantes, tu vois. Typiquement, je lui demande de se placer comme un expert en histoire militaire, etc. Et de me dire si je dis des âneries par moment. Il peut arriver que je me trompe sur une date ou un truc et qu'il me le fasse remonter. Et typiquement, je sais qu'en fait, il me dit juste ce que j'ai envie d'entendre. Donc c'est pour ça que je prends énormément de recul. Et typiquement, je publiais donc je rédigeais un truc avec une lettre d'un soldat, voilà, mais qui est jamais sorti, qui sort d'un grenier, voilà. Et ChatGPT me dit oui, pas de souci. Puis le témoignage correspond bien à ce qui a été publié aux archives de tel truc dans tel pays. Puis j'ai dit mais c'est jamais sorti ce témoignage. Donc donne-moi le lien de ta source. Dis-moi où est-ce que ça a été publié parce que je suis pas au courant. Il me dit ah oui, je me suis complètement trompé, excuse-moi, pas du tout. Enfin, tu vois. Comme d'habitude. Ouais, donc faut faire super gaffe à ça. En histoire, c'est nul à chier. Non. Et puis même pour la retranscription, en fait, il va inventer des trucs qui colleraient, qui font sens, mais c'est pas du tout ce qu'il y a écrit en fait. J'ai testé une fois pour la retranscription en pensant que ça allait m'aider, et en fait ça m'a fait perdre plus de temps qu'autre chose. Non, en fait, après, par contre, ton œil, il développe une vraie facilité, des vraies capacités à lire plein d'écritures manuscrites différentes. Et aujourd'hui, maintenant, je lis avec beaucoup de facilité des lettres écrites au crayon à papier sur du papier hyper fin, tu vois. Tu vas pouvoir passer le concours de l'école des chartes à Paris. Voilà. Bah, regarde, tu vois, je t'ai ramené alors bon, ça va être difficile pour vous de le lire, mais si je peux peut-être montrer comme ça, remarque, non? Ça va être flou, ça va être flou et surexposé en plus. Mais tu vois, une lettre d'un officier britannique qui raconte l'évacuation de Dunkerque, et essaye de lire une phrase. Because. Ah ouais, j'ai le mot because. C'est vrai qu'il est bien écrit celui-là. Mais t'as des mots, c'est un trait quoi. Donc c'est pire qu'une écriture de médecin quoi. C'est vraiment. Et j'ai remarqué beaucoup les officiers anglais ont vraiment une écriture de médecin quoi. Donc en plus quand c'est écrit dans le noir et dans un trou, c'est compliqué. Mais fall asleep. I want. Non, half asleep. Half asleep, ouais. Et après c'est quoi? C'est I want to bed. I went to bed. Ouais. What adventure? Quelle aventure. Voilà, mais c'est pas très très bien écrit. Ouais. Non, c'est très très compliqué. Et cette lettre-là, j'ai passé une semaine à la retranscrire. Donc, il faut identifier que voilà, il fait tel caractère de cette manière. Voilà, donc et puis petit à petit, après, c'est un puzzle. Donc, t'as les bouts qui manquent. C'est un jeu du pendu, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ouais, mais après, tu t'habitues. Donc, voilà. Non, pour la retranscription, c'est pas un vrai problème. Ça, je me suis exercé. Maintenant, ça va. Mais ouais, non, faut être vigilant, même sur la traduction. En fait, voilà, c'est important de bien maîtriser l'anglais parce que il y a aussi les sous-entendus, il y a ce qui est entre les lignes aussi. Et là, encore une fois, la recherche elle est importante parce que des fois, il va pas dire explicitement des choses. Il va faire des sous-entendus, mais quand tu sais qu'en fait, il est en train de faire telle bataille et qu'en fait, ça fait référence à tel truc, tu vois, le contexte, il est hyper important. Donc voilà, ça c'est, ouais, il y a un gros travail là-dessus, sur la retranscription aussi. Ouais, parce que tu identifies après du coup quand même la personne, et là faut faire des recherches sur la personne. Ouais, aussi, ouais.
Ouais, bah après, faut faire des recherches sur la personne pour connaître son background, mais aussi après pour retrouver ses descendants, parce que ça, c'est une étape qui est essentielle hein, aussi, c'est retrouver s'il a eu des enfants, s'il a des petits-enfants encore en vie, voilà, pour pouvoir les contacter pour avoir leur accord. Au-delà de ça, il y a toute la partie mise en page, donc mise en valeur aussi de l'histoire, hein, avec des photos du soldat, où on peut voir justement la lettre avec son écriture. Ça permet d'humaniser aussi le personnage. Euh, donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et tu nous disais quand tu cherches les descendants, ça peut être compliqué. Des fois, alors, ça t'arrive de trouver les personnes, mais d'avoir porte close ou pas? Ou les gens ont toujours quand même un petit intérêt quand tu leur dis, écoutez, je suis en train de travailler sur votre grand-père. Euh, J'ai eu deux, je crois, familles qui m'ont demandé de l'argent direct. Premier truc, quoi. Et bon, 10 000 dollars. ouais, Yeah. j'en dis, c'est un peu compliqué en fait, parce que si, moi je veux bien hein, que vous puissiez vous payer un sandwich au bout de 2 ans, mais bon, c'est dommage quand même parce que derrière, en fait, il y a des centaines de familles en vrai. Ouais. Et puis, non, dans la très 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 grande majorité des cas, ils sont ravis. Après, par contre, je trouve pas toujours de descendants, et ça c'est très compliqué. L'idée, c'est en général, je pars des rubriques nécrologiques. Pas très gay hein, comme truc, mais c'est là qu'on a la liste des enfants, des petits-enfants, et puis j'essaye de tous les retrouver. Donc sur Facebook, je suis allé des fois jusqu'à les contacter par la voie postale, voilà. Et puis j'ai pas toujours de réponse. Alors au début c'était dur pour Petite Victory parce que je sortais de nulle part en fait, et déjà ils savaient même pas que les lettres étaient dans la nature, qu'elles étaient sur eBay. Ouais, donc expliquer ta démarche quand t'as rien Ouais. fait avant, c'est compliqué. Pourquoi il y a un Français à l'autre bout du monde qui nous contacte? Il a soi-disant les lettres de papy, mais je les ai jamais vues. C'est quoi cette histoire? C'est une arnaque. Donc ça, c'était compliqué. Maintenant, ils me trouvent facilement sur Internet, donc ils peuvent vérifier, etc. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple d'avoir leur confiance, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi pas mal de temps à passer, beaucoup d'échanges, et puis pas toujours de résultats au bout. Donc dans ces cas-là, je les anonymise, hein, comme je t'expliquais, hein, juste le prénom et la division. Voilà. Puis, mais après, voilà, ça donne lieu à des super amitiés. Et puis après, moi, je suis garant. J'ai cette responsabilité, en fait, après, de préserver leur mémoire et puis de la partager au plus grand nombre. Et puis de conserver les documents aussi. Hein. Il y a la partie, on n'en a pas parlé, mais il y a la partie conservation qui est importante. Alors bon, là, ça, c'est à l'air libre parce que c'est un Vmail vide, hein, qui est original, mais qui est vide et qui est sorti pour l'occasion. Mais toutes les lettres sont protégées. Il faut les laisser à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, dans des pièces qui n'ont pas de variation de température importante. C'est du papier, c'est quand même très fragile. Donc faut les mettre à plat dans des pochettes, voilà, si possible avec des pochettes qui n'ont pas trop d'acidité. Faut les préserver, quoi. Et ça, dans l'optique par la suite de pouvoir les utiliser pour des expositions par exemple, donc continuer à pouvoir raconter leurs histoires au-delà des livres, etc. Mais moi j'ai pour projet un jour de monter une expo énorme où on pourra voir les lettres en vrai, voilà. J'ai plein d'idées comme ça, mais En tout cas, tu as un process quand tu as une lettre pour sauvegarder le matériau Ouais. brut que tu as. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tu m'as dit tout à l'heure avant l'émission, tiens, j'ai fait une brocante, je sais plus si c'était avant-hier ou ouais, et tu m'as dit j'ai trouvé un journal et tu me tends le journal et il était déjà plastifié. ah Quoi. ouais, mais ça c'est pas moi, ça je l'ai Ah acheté d'accord, comme ok. ça. Ouais. D'accord. Ouais, non, mais oui, par contre, oui, c'est vrai que faut faire attention à la conservation de ces objets parce que le papier très vite peut se décomposer s'il n'est pas conservé correctement. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du cas de Cindy? Oui, alors ça c'est assez fou, c'est très récent hein, parce que donc c'est pareil, c'est sur eBay et en fait j'ai acheté un lot de lettres et je me suis aperçu en fait en discutant avec le vendeur, j'avais fait une offre qui était pas très haute, hein, qui a été $20. acceptée, ouais, Toujours la même. exact. Mais je crois qu'en plus c'était vraiment ça. Et du coup, qui a été acceptée, elle était très contente et tout. Puis je lui explique ma démarche. Je lui dis, mais voilà, par contre, où est-ce que vous les avez récupérés? Parce que, en fait, moi, j'écris des bouquins, j'ai envie d'honorer des soldats, etc. Et bon, moi, j'avais vu déjà sur les enveloppes qu'il y avait des trucs. J'ai fait des recherches, il y avait le matricule. Hein. J'avais déjà vu que le gars, il avait été tué en Allemagne. Donc j'avais retrouvé déjà, avant d'enchérir, pas mal d'infos sur le soldat. Je connaissais pas le contenu, mais voilà. Mais je me dis, bon, je vais tenter. Hein. Et en fait, il s'avérait que la Cindy, donc, qui vendait les lettres, était la petite fille du soldat,
qu'elle a pas de descendants, elle a personne, et qu'en fait elle se débarrasse de plein de choses, et qu'en fait elle, bon bah ça l'intéresse pas trop l'histoire, et voilà. Donc et puis elle me dit mais j'ai plein d'autres trucs en fait de Charles, si ça t'intéresse, je te les envoie avec plaisir, etc. Et en fait bah ces médailles, donc la médaille des blessés, la Purple Heart, pour les tuer, etc. Donc il a été blessé et tué, Pondremagen, et après dans les combats, dans les derniers jours de la guerre, et son burial flag, donc le drapeau américain qui recouvrait son cercueil, donc qui est plié en triangle comme le veut la tradition, dans un magnifique support en bois et tout. Elle m'a tout envoyé des États-Unis. Pour moi, c'est un cadeau qui est inestimable en fait, parce que et c'est pareil, c'est la reconnaissance qu'elle me montre comme ça, pour mon travail, ça donne envie de continuer en fait. Ouais, elle te fait confiance. Ouais, et puis elle est tellement heureuse, et puis du coup on s'écrit très très régulièrement, là ça fait du coup 1 an qu'on s'envoie des mails, on se raconte nos vies, c'est vraiment devenu une amie quoi. Bon, on n'est pas très d'accord au niveau politique, hein, Ah, ça, quand tu bosses, ouais. les Américains en ce moment, c'est vrai, c'est complexe. Mais ouais, par contre, mais elle est adorable, et puis surtout, elle adore la démarche, et du coup, elle fait tout pour m'aider. Du coup, on a mené des recherches ensemble, etc. Et puis surtout, elle m'a évidemment donné son accord. Donc là, ça m'a facilité quand même le travail, hein. Quand le vendeur eBay est déjà la famille, déjà c'est une étape en moins que la recherche. Mais ouais, c'est une très belle histoire, ouais. Quelqu'un qui nous demande si tu les sauvegardes numériquement au cas où, tes lettres. Ouais, parce que pour les lettres vraiment intéressantes, ouais. Parce que, bon, elles sont pas toutes intéressantes, ça me prendrait un temps fou sur Mais par contre, oui, des lettres qui ont vraiment une importance historique. Ouais, bien sûr, je les numérise. Ça m'aide aussi on parlait de retranscription, des fois ça m'aide à les retranscrire. Typiquement, si l'écriture, elle est très effacée, ou voilà, c'était beaucoup au crayon à papier, sur du papier très fin. Le fait de les photographier et après dans Photoshop de les retravailler pour accentuer les contrastes, travailler les parties claires, les parties sombres, etc. Ça permet de les rendre plus lisibles et de pouvoir des fois déchiffrer des documents qui sont vraiment passés, quoi. Donc ouais, la numérisation c'est important, ça m'aide surtout dans mon travail aussi, hein. Ouais. Et puis je les numérise aussi pour pouvoir les mettre dans les bouquins, etc., pour pouvoir les montrer aux gens. Parce que tu as toujours le boulot d'après, toi, de mise en page, tout ça. Que je fais moi-même, intégralement. Pareil pour le côté responsabilité par rapport aux familles, je suis vraiment garant de ces histoires. Enfin, et du coup, ouais, j'ai envie de les présenter d'une certaine manière et de tout contrôler. Donc en fait, les bouquins, ils sont fournis à Ouest France ou à OREP, prêts à imprimer. Clé en main. Clé en main. C'est ton bébé. C'est ça, ouais, voilà. C'est vraiment ça. C'est un projet d'une vie, quoi. Donc c'est sûr que j'ai envie de tout maîtriser, quoi. C'est clair. Bon, dans les questions qu'on a reçues, il y a forcément cette tentation. Je te pose la question, mais est-ce qu'il y aurait des lettres qui auraient remis en cause la version officielle des événements ? Que les Allemands ont gagné la guerre, par exemple. C'est-à-dire... Je sais pas, quelque chose, tu vois, qui était admis, et puis là, t'as un soldat qui dit ça s'est passé comme ça. Et tu te dis, c'est bizarre. Non, je pense que là, ça m'aurait sauté comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les rumeurs. Ah, oui. Et il y avait beaucoup de rumeurs à l'époque, et d'ailleurs c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles ils n'ont pas trop fait la fête à la fin de la guerre, c'est qu'ils ont tellement entendu que que la guerre était finie, etc., qu'en fait quand c'est vraiment fini, ils y croyaient pas trop. Mais par contre, il y a des rumeurs, et ça va faire un lien avec ChatGPT notamment encore. J'ai eu la lettre d'un marine à Guadalcanal, qui raconte dans la lettre que il y a un des fils de Tojo, donc qui était Premier ministre japonais de 41 à 44, et qui était l'ennemi juré du coup, qui a été tué à Guadalcanal, enterré sur place, et que les Marines ont construit un urinoir sur sa tombe, et qu'il passait à tour de rôle pour pisser sur la tombe du fils de Tojo. Et moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Je me dis, c'est bizarre, j'ai fait des recherches. Je demande à ChatGPT, ça va plus vite. Et il me dit, oui, tout à fait, fils de Tojo, voilà. Et il va dans mon sens, quoi. Et je lui dis, mais tu peux me donner la source et tout, parce que moi, j'ai rien trouvé nulle part sur Google et tout. Il me dit, ah non, t'as raison, en fait, aucun des fils de Tojo n'est mort à la guerre.
Et du coup, oui, bah, c'est bien ce qui me semblait. Et en fait, ouais, en faisant des recherches, bah non, enfin, j'ai eu beau chercher partout. Alors, sauf si quelqu'un qui nous regarde a une info, mais je crois Sur que l'urinoir. Voilà. ouais, non, je crois que c'est une histoire comme les nombreuses rumeurs qui circulaient. Je pense que ça faisait, c'était un très beau coup de propagande et ça amusait beaucoup les soldats à l'époque. L'image, elle est évocatrice, quoi. Elle est très parlante. Et comme je disais, il y a une vraie haine des Japonais chez les Américains. Donc, c'est même vous savez, des camps d'internement en fait aux États-Unis pour les Américains d'origine japonaise. Donc voilà, c'était vraiment dans la culture. Donc ça les éclatait de balancer des rumeurs comme ça, mais c'est absolument faux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier aussi ce qu'on a dans les lettres. Des fois, ils se trompent beaucoup. Il y a, par exemple, j'ai tout vu, par exemple, sur les bombardements de Dresde, qui étaient aussi amplifiés par la propagande allemande de l'époque. Donc des nombreuses centaines, milliers de morts, alors qu'en fait, bon, ça se compte plus en dizaines de milliers de morts. Eux, ils étaient très influencés par ce qu'ils pouvaient lire dans les journaux à l'époque et des rumeurs qui n'étaient pas du tout vérifiées. Donc évidemment, on les retrouve dans les lettres. Donc il y a un travail évidemment de vérification avant de publier tout ça et de replacer le contexte à chaque fois et préciser attention, c'est une rumeur, voilà. Mais oui. On nous demande également ce que tu penses, ce que tu as pensé de Band of Brothers, par exemple, série qui retrace la vie de certains soldats. Alors j'ai une anecdote géniale par rapport à ça. Moi j'adore, tout le monde a adoré cette série, je pense qu'elle est vraiment chouette parce qu'elle est très proche de la réalité, même si c'est pareil, ils ont pris des libertés avec la vraie histoire, mais bon, elle est très bien faite. Par contre, c'est la question que j'ai à chaque fois que je vais faire des dédicaces ou des trucs. Il y a des gens qui me disent est-ce que t'as des gars de la Easy Company dedans? Et moi je suis l'idiot, je fais ouais, quel régiment? Et en fait, évidemment, non. Enfin, c'était une infime partie de. Puis évidemment, s'il y en avait une qui arrivait sur le marché, je peux te dire, j'aurais pas les moyens de me l'acheter. Là, pour le coup, là, ouais, ça flambe. Ouais. Par contre, et je crois que je l'ai quelque part là, j'ai acheté un lot d'un soldat américain, un officier. Ah voilà, elle est là. D'un officier américain, mais rien à voir vraiment avec les paras, un gars qui était dans les affaires civiles, donc en fait, et qui parlait des relations avec les Allemands. Voilà, vers la fin de la guerre, quoi. Et en fait, là, j'ai une lettre du 21 mars 1944 de cet officier. Et en fait, dans le post-scriptum, et c'est la première lettre que j'ai lue du lot. J'étais avec ma femme en plus, et je lui disais mais attends, mais c'est fou. Et j'étais complètement fou. Et elle me disait mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans le post-scriptum, t'as écrit j'ai eu plusieurs échanges plusieurs lettres de Dick Winters. C'est un parachutiste en Angleterre et il va probablement être envoyé quand la grande invasion va démarrer. Donc t'as une mention quand même de Dick. Et pas n'importe qui, quoi. Dick Winters. Dans une lettre comme ça, et c'est la première lettre que j'ai lue, mais c'est pas possible, c'est pas ce Dick Winters. Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches. Alors, du coup, j'ai pas mal de contacts aux États-Unis et il y en a un qui m'a confirmé qu'en fait, donc Jared, que je salue s'il comprend le français, ce qui n'est pas le cas, qui m'a confirmé qu'en fait, l'officier dont j'avais les lettres était en fait le prof de fac de Dick Winters. D'accord. Donc ça, c'est la lettre du prof de fac de Dick Winters. Et du coup, c'est pour ça qu'il le mentionne dans la lettre. Donc oui, maintenant, j'ai un gars de la Easy Company dans le prochain bouquin. Mais bon, ouais, c'est assez marrant parce que pendant des années, c'était toujours la question qui revenait, etc. Et voilà. Mais Jared, d'ailleurs, a travaillé sur les... C'est pour ça que je l'ai contacté. Lui, il a fait Hang Tough, le bouquin avec les lettres, justement, de Dick Winters. Je l'ai pas lu, mais je vais lui prendre, je le vois cet été, là, donc je vais lui demander. Mais ouais, il a travaillé justement avec toute la correspondance de Dick Winters. Donc, mais ouais, Band of Brothers, super série, ouais. Est-ce que, justement, tu aurais, pour clore cet entretien, des références, des bouquins, des docus à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en savoir plus sur cette correspondance de guerre et sur les soldats alliés en général? Alors, sur la correspondance, comme je t'ai dit, moi, j'avais jamais trouvé de ce que je cherchais, parce que soit ça manquait de contexte, ou alors les soldats étaient pas identifiés, ou alors les lettres étaient pas intéressantes, etc. Par contre, c'est mes deux bouquins préférés sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pareil, c'est des livres qui ont été écrits à l'époque, et c'est deux auteurs très connus. Alors, le premier, c'est Upfront de Bill Mauldin.
qui vient d'être traduit en français. Alors, je sais pas le titre, mais j'ai vu que là, la semaine dernière, je crois qu'il venait de paraître en français. En fait, c'était un soldat en fait de la 3e division ou 45e, je sais plus. Bref, qui faisait des petits cartoons en fait sur la vie du soldat, mais vraiment le vrai soldat quoi, le gars qui se lavait pas, qui vivait dans un trou, qui avait faim, qui avait froid, et il montrait vraiment le côté pas du tout glamour de la guerre et comme c'était réellement. Et ça plaisait beaucoup aux soldats parce que justement c'était le seul qui était pas dans de la propagande, voilà, et qui donnait une image qui était faussée. Et voilà, donc c'est le recueil de ces cartoons et de ces témoignages, et c'est vraiment c'est passionnant parce que là on découvre vraiment qui étaient les soldats alliés. Et l'autre, c'est Ernie Pyle, qui est célèbre journaliste qui a été tué à Okinawa par un sniper japonais, et qui lui il allait vraiment lui en première ligne avec les gars, et il écrivait des articles qui étaient fascinants sur qui ils étaient, mais vraiment pareil, il faisait ressortir vraiment l'humain chez ces soldats, donc ça permettait vraiment de les découvrir. Donc voilà, Brave Men qui est mon préféré. Je pense qu'il existe peut-être en français, mais ouais, Ernie Pyle, ces articles étaient extraordinaires. Et puis là, après, j'ai beaucoup aimé aussi pareil, pour casser les clichés, etc., les bouquins de Jean Lopez et Olivier Vivorca, donc les mythes de la Seconde Guerre mondiale. Là, je suis en train de lire l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale aussi, pareil, qui déconstruit pas mal de clichés, qui est assez intéressant. Voilà. Et puis on vous remettra de toute façon en description quelques podcasts en lien avec le sujet qu'on a déjà fait. Le dernier en date était avec Christian Ingrao notamment. On vous remettra tout ça dans la description et tout autour du podcast. Tu voulais ajouter un petit mot pour clore cet entretien ? Peut-être sur ton job ou sur un message que tu avais envie de faire passer ? Écoutez, si ça vous intéresse, il y a mes bouquins, Till Victory, Till the Job is Done. Il y a la chaîne YouTube aussi où j'ai mes documentaires. Et puis les actus à venir. Je suis sur le quatrième ouvrage là en cours. En fait, ça fait 8 ans que je suis dessus là. Et ça devrait être fini l'année prochaine, je pense. Faut savoir s'arrêter, c'est surtout ça le truc. Mais ouais, c'est en cours et c'est vraiment le plus ambitieux parce que dedans, il va y avoir, pour l'instant, il y a 254 soldats alliés différents, avec pareil que de la correspondance inédite. Il y a un mec de la Easy Company dedans. Ah. Mais ouais, c'est à paraître. Donc au moment où vous écoutez ça en replay ou autre, peut-être 2026, mais vous avez toutes les infos sur tillvictory.com. Vous retrouverez tous les liens et les actus, voilà. Et en tout cas, merci infiniment parce que je te dis, je suis un gros fan de ton émission depuis des années, et ça fait bizarre d'être de l'autre côté de l'écran. C'est assez fou de se retrouver ici d'ailleurs. Écoute, c'est un plaisir et vraiment je suis heureux qu'on se soit rencontrés à l'école des enfants. Voilà. C'est vrai, ouais, comme quoi, fête des enfants. Fête des enfants, c'est toujours, ça peut être utile pour rencontrer des gens sympas. Ouais. C'était vraiment un honneur, merci beaucoup. Merci à Louis pour la prépa de l'émission comme d'hab, et à très bientôt. Salut!